Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Chaque Voix compte sur LCP. On est ensemble pour une émission spéciale d'1h30 ce soir. Décryptage, débat en direct de l'Assemblée nationale, émission spéciale consacrée à cette crise politique sans fin. À mes côtés ce soir, Lou Fritel, journaliste à Paris Match. Bonsoir Lou. Merci d'être là aux côtés de Laurent Guimier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Adeline. On va savoir dans la soirée si Sébastien Lecornu a réussi en 48 heures, là où il avait échoué en 27 jours, bâtir une coalition pour élaborer et faire voter un budget pour 2026. Un Premier ministre de gauche va-t-il lui succéder? La réforme des retraites va-t-elle être abrogée? La dissolution s'éloigne-t-elle vraiment, comme il le dit? Autant de questions que l'on va poser ce soir à nos trois premiers invités. Bonsoir Stéphanie Villers. Bonsoir. Vous êtes économiste et spécialiste des finances publiques. Merci d'être là aux côtés de John Christopher Roland, docteur en droit public et maître de conférences à l'Université Paris-Nanterre. Bonsoir. Bonsoir. Et Richard Verly, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et essayiste franco-suisse, correspondant en France du quotidien Blick. On est très intéressé par votre œil suisse sur la situation française. À suivre à 20h, quelle histoire? Avec Laurent Guimier, bien sûr. Scoop, vous allez découvrir la nouvelle panoplie de sapeurs-pompiers de Sébastien Lecornu. Je vous raconte comment, en 3 jours, le Premier ministre a dû se transformer en soldat du feu. Lou, vous intéressez-vous à un autre glissement ce soir? À une ancienne qui revient sur le devant de la scène, l'Union des droites. Nous poursuivrons la discussion à 20h30 avec 3 députés. Dienaba Diop, député socialiste des Yvelines, Charles Ziethenstuhl, député EPR du Bas-Rhin, et Max Brisson, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. Nous attendons bien sûr vos questions ou vos réflexions. Vous pouvez flasher le QR code qui va s'afficher ici sur votre écran. Voilà pour le menu du soir. Émission spéciale. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. La volonté suffit-elle à créer le mouvement? Ça pourrait être un sujet du bac philo, mais c'est ce que voulait croire ce matin Sébastien Lecornu, qui a donc pris la parole à 9h30 avant d'entamer de nouvelles réunions avec les formations politiques. Il lui restait à ce moment-là 12 heures pour parvenir à un accord. Il semblait y croire. Y est-il parvenu? Eh bien, nous le saurons d'ici quelques instants et nous allons le vivre en direct. Première question d'abord à mes invités. Est-ce qu'on est proche ce soir d'une sortie de crise ou est-ce qu'on va s'y enfoncer un peu plus? Richard Verly. Écoutez, vu d'Europe, il est temps que ça se finisse. Parce que là, on voit que la fébrilité qui semble s'être installée au sommet de l'État français commence sérieusement à inquiéter. Regardez ce qui se passe en Allemagne, où il y a eu quand même des sons de cloche pour dire qu'on a peur que la France soit faible dans une Europe qui a besoin d'elle. Je sais que par exemple en Suisse, on regarde de très près ce qui se passe et on s'en inquiète notamment du coût COUT de toute cette opération, parce qu'il faudra bien à un moment donné en payer le prix. Donc je crois qu'il est temps que ça s'arrête, ou en tout cas il est temps qu'une sortie de crise se dessine, quelque chose de clair et quelque chose qui n'apparaisse pas comme à nouveau, je dirais, susceptible de conduire à des rebondissements chaotiques. Alors justement, Stéphanie Villers, vous êtes une économiste inquiète ce soir? Oui, bien sûr, de plus en plus, parce qu'on a vu tous les bouleversements économiques que peut déclencher une instabilité politique. À partir du moment où il y a un manque de visibilité, eh bien, on voit bien que les entreprises ne se projettent plus et donc n'investissent plus. C'est un moteur essentiel pour la croissance française. Donc les entreprises, mais aussi on voit les Français ont arrêté de consommer depuis maintenant 1 an. Donc il s'agirait de remettre un peu de stabilité pour essayer de redynamiser ce qui est possible d'être dynamisé dans l'économie française. John Christopher Roland, qu'est-ce que vous sentez ce soir? On va en sortir de cette crise ou on va encore s'y enfoncer? Alors c'est difficile à dire. D'abord, est-ce qu'on va s'en sortir? Peut-être. Mais est-ce qu'on va s'en sortir sur du long terme? Ça, c'est une autre question encore. Ça va dépendre un peu du paramétrage qui va être annoncé ce soir. J'avoue que c'était difficile de faire des pronostics de ce point de vue-là, d'autant que il y a peut-être une hypothèse à laquelle on ne pense pas et qui va sortir un peu du chapeau. Mais sur le plan... Alors, moi, je suis assez d'accord pour dire que tout le monde est un peu inquiet du fait que ça perdure. Maintenant, attention, l'instabilité, c'est une expression démocratique. L'Assemblée a été élue de cette manière-là par le peuple. Et il faudra qu'on s'interroge un jour quand même sur la question de savoir si ce n'est pas un manque finalement d'habitude, notamment des marchés étrangers ou des observateurs étrangers, que d'avoir une instabilité. Le pays peut continuer à fonctionner pourvu que les discours déjà ne soient pas angoissants. Alors,
Le grand sujet du jour, ça a été donc la suspension de la réforme des retraites évoquée ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France par celle-là même qui avait porté cette réforme, Elisabeth Borne. Ça a animé toutes les discussions de la journée et ça a déchiré une fois de plus le camp présidentiel. Un nouveau jour sans fin que nous résume ce soir Stéphanie Despierres. La matinée commence sur une note d'optimisme du côté de Matignon. Il y a une volonté d'avoir pour la France un budget avant le 31 décembre de cette année. Et cette volonté crée un mouvement et une convergence évidemment qui éloigne les perspectives de dissolution. Sébastien Lecornu s'exprime alors qu'il va recevoir le PS moins d'une demi-heure plus tard. Une déclaration en forme de coup de pression sur la gauche et pas un mot sur les retraites. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. C'était le 16 mars 2023. Elisabeth Borne, alors Premier ministre, dégaine le 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. Hier soir, coup de tonnerre, Elisabeth Borne elle-même déclare dans la presse qu'elle est désormais favorable à sa suspension. En arrivant à Matignon ce matin, les socialistes espèrent donc une confirmation de la part de Sébastien Lecornu. Au moment où nous nous parlons, nous n'avons aucune assurance sur la réalité de cette suspension. Comme les socialistes, les communistes et les écologistes réclament toujours un Premier ministre de gauche. Renommer une énième fois un Premier ministre issu du camp du Président de la République serait une ultime provocation. Ils ne tiendraient pas une minute, ils le savent, on le sait, tout le monde le fait, donc on va arrêter de faire semblant. La seule solution aujourd'hui, c'est un Premier ministre de gauche et écologiste. Pendant ce temps-là, Marine Le Pen arpente le salon de l'élevage en Auvergne. Pour la première fois, le RN a refusé un rendez-vous à Matignon et sa chef n'a plus qu'un mot à la bouche. Je sens sur tout, moi, là, maintenant. Tout. Ah, tout. Tout. Non, mais tout. La plaisanterie a assez duré. À la mi-journée, les chefs de groupe du Bloc central et les Républicains sont une nouvelle fois reçus à Matignon. En fin d'après-midi, le brouillard politique n'est pas moins épais que ce matin. Mais Sébastien Lecornu a promis de le dissiper dans la soirée. Voilà, Sébastien Lecornu qui vient de passer 1h40 à l'Élysée avec Emmanuel Macron pour lui rendre compte des différentes consultations qu'il a menées depuis 48 heures maintenant. Politiquement, on a eu l'impression, John Christopher Roland, que Elisabeth Borne s'était un peu avancée trop vite dans son interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Il n'y a pas qu'elle qui est un peu revenue sur son intransigeance, on l'entend déjà depuis quelques jours, parce que peut-être que la menace de la dissolution a fait, si vous voulez, faire quelques pas de côté à certains. L'ennui, ce qui est quand même gênant d'un point de vue de la politique en général, mais de la démocratie en particulier, c'est que ça nous avait été présenté comme quelque chose d'incontournable pour une question de finances publiques, pour une question de respecter le pacte de stabilité, même la question arithmétique du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités. Et quand vous avez quelqu'un qui a porté ce projet jusqu'au bout, de manière assez ferme, avec un passage en 49.3, et que tout à coup, vous avez finalement, alors moi je dirais avaler son chapeau, mes étudiants diraient quelque chose de plus trivial, ça donne l'impression que tout ça pour ça, alors finalement, c'était pas si vital comme réforme. Mais pourquoi alors? Comment vous expliquez sa reculade? Peut-être par la peur de la... Non, bon, pas à titre personnel, mais pour ceux qui finalement reviennent un peu sur leur intransigeance, c'est peut-être aussi la crainte qu'une dissolution finalement fasse sécher le bloc central, soit plutôt favorable. D'ailleurs, c'est pour ça que le Rassemblement national, lui, est dans cette posture très calme par rapport à la cacophonie. Tout ça, c'est de la stratégie. Mais je pense que tout le monde va y lisser des plumes, parce que vis-à-vis des citoyens, on ne peut pas menacer de chaos pendant des mois, ça a été le cas pour tous ceux qui ont suivi la copie de François Bayrou, et tout à coup dire non, finalement c'est pas 44 milliards, il y a des marges de manœuvre, la réforme des retraites, on va pouvoir suspendre, c'est pas ce que ça veut dire d'ailleurs suspendre, ou abroger, ça peut donner l'impression que, en fait, ils n'ont pas de, si vous voulez, de colonne vertébrale. Ça peut être dommageable. Il a raison, John Christopher Roland, Stéphanie Villers. La suspension, ça a un sens en droit, dans la Constitution, ça existe? Alors ça, je ne pourrais pas vous répondre. Moi, je vois par rapport au blocage politique, même si les chiffres, effectivement, nous obligent à faire une réforme des retraites. Pourquoi? Parce qu'on a un pays vieillissant, et ça, on en a assez parlé, mais on voit bien que l'opinion se braque. Alors aujourd'hui,
on est obligé de calculer le coût économique. Et ce qu'il ne faut pas suspendre, ça ne veut pas dire abroger, c'est juste on arrête la réforme des retraites à date, c'est-à-dire à aujourd'hui, c'est-à-dire que le départ à la retraite est à 62 ans et 9 mois. 62 ans et 9 mois. Voilà. Et on attend 2027, le moment des élections, pour revoir. Pour remettre ça à plat. Voilà, pour revenir sur cette discussion. Aujourd'hui, en fait, moi, je trouve que ça peut être une bonne option en se disant on ne peut pas discuter à l'Assemblée. Il n'y a pas de possibilité d'arriver à un consensus là-dessus. Donc on stoppe. Moi, je l'ai compris comme ça. Je dis pas. Moi, je suis pour une réforme. On stoppe et on attend pendant 2 ans. Pendant 2 ans ou même, je dirais même 1 an et demi, parce que finalement, ça va aller assez vite, 2027. On essaye de trouver un consensus, un budget à minima, comme on a fait en fait cette année. Cette année, en 2025, on a un budget à minima. On va faire 13 milliards d'économies et c'est passé. Donc si on prolonge avec cet état d'esprit pendant 2 ans, pendant 2 budgets, ça va peut-être limiter le risque de chaos que de rentrer dans cette phase totalement inconnue d'éventuellement dissolution ou de changement de président. Vous allez me dire ce que vous en dites, Richard Verly, mais avant cela, je voudrais vous faire entendre des Français qui étaient déjà lassés globalement du spectacle qu'offre la classe politique ces derniers jours. Les voilà maintenant perdus dans le calcul de leur âge de départ. Vox Pop signé Maïté Frémont et Steven Martin au Lilas en Seine-Saint-Denis. Regardez. Les Lilas, 23 000 habitants. Une ville de Seine-Saint-Denis où l'on vote en grande partie à gauche. Mais ce matin, à l'image de la météo, les citoyens se réveillent un peu dans le brouillard, avec cette proposition d'Elisabeth Borne de suspendre la réforme des retraites. Je trouvais que c'était une bonne initiative de sa part, parce que c'est vrai que cette réforme, elle était injuste. Elle était injuste non pas tellement à cause de l'âge de départ, mais au fait de ne pas assez considérer les retraites des femmes, ne pas assez considérer les retraites des travaux difficiles. Abandonner cette réforme tant soutenue par Emmanuel Macron pour une stabilité du pays. Au cœur du marché, il y a d'abord ceux qui n'y croient pas du tout. On a un peu l'impression qu'on nous donne ça pour faire oublier tout le reste, quoi. Donc oui, c'est un avancement, mais c'est pas suffisant. Donc on verra bien. Tout est à revoir, voilà, c'est ça. Et puis nous, on est là derrière. C'est aussi des musiciens, ils jouent très bien du pipeau et de l'enfumage. C'est pas de la musique, mais c'est un peu pareil. Et puis il y a ceux qui jugent que c'est un très mauvais compromis. Il ne faut pas essayer de plaire, il ne faut pas essayer de séduire, il faut gouverner. C'est autre chose. Il y a tellement d'étiquettes politiques que toutes les étiquettes politiques extrémistes s'expriment et les autres, ils comptent les balles. Vous savez que le dernier budget en équilibre, c'est sous Raymond Barre. C'est 1976. Donc ça fait 50 ans. On est en meilleure santé, on vit de plus en plus vieux. Donc moi, je suis pour travailler plus, de toute façon. Finalement, ce matin, tous partagent le même sentiment, la déception de la classe politique qui ne s'intéresse pas à leurs vraies préoccupations. On n'a plus les moyens. Moi, j'essaye de faire mon marché comme je peux, mais je sais que je vais compter d'ici la fin du mois, donc c'est vraiment pas agréable. Je suis émue tellement j'en parle parce qu'on est au début du mois et que c'est déjà dur. Richard Verly, c'était une priorité d'annoncer une suspension de la réforme des retraites pour poursuivre les discussions ? En tout cas, c'était la seule possibilité. On a compris que du côté de la gauche, alors on va voir ce que va annoncer Sébastien Lecornu, mais il y avait 2 exigences fondamentales. Il y avait la taxe Zuckman sur les patrimoines les plus élevés et il y avait la réforme des retraites. Pour la réforme des retraites, une ouverture s'est dessinée. Mais je suis d'accord, ce qui est très troublant, et ça va troubler les partenaires européens de la France, c'est qu'on transforme une réforme qui était présentée comme obligatoire compte tenu de paramètres économiques, et je pense moi aussi qu'elle l'est dans une certaine manière. D'ailleurs, regardez les pays qui entourent la France, ils partent tous, les populations partent tous en retraite autour de 65 à 67 ans, y compris l'Italie, 67 ans. Réforme sur laquelle Mme Meloni n'est pas revenue alors qu'elle avait été prise durant, il y a à peu près une dizaine d'années. Mais donc on présente une réforme comme indispensable sur le plan économique, et d'un seul coup, elle devient un objet de négociation politique. Si elle était un objet de négociation politique, alors à ce moment-là, il ne fallait pas utiliser le 49.3. Il fallait laisser le débat parlementaire à son terme et prendre les amendements, y compris de la gauche. Mais c'est peut-être ce que veut dire une suspension, c'est-à-dire qu'on suspend et puis on amende sur la pénibilité, sur les retraites des femmes. Moi, je ne crois pas à la suspension indolore.
la suspension, elle n'est pas indolore. Parce que regardez, l'impression que ça va donner, je suis désolé, une chose qu'on entend souvent en France, c'est que, vous voyez, l'argent, il y en a, on peut faire même s'il y a des déficits, on peut faire même s'il y a de la dette. Ça donne l'impression, certes c'est peut-être seulement une suspension, mais qu'au fond la réalité économique, la réalité budgétaire, les contraintes sont quelque part aléatoires. Or malheureusement elles ne le sont pas. Laurent Guillet. Justement avec vos lunettes d'Européen, et la question se pose aux trois, mais vu de l'étranger, est-ce que ce renoncement politique de toute une classe politique au fond, éventuel sur les retraites, ça n'a pas un coût politique très très fort? Au moment où on dit le courage à l'échelle du continent, et en termes géopolitiques, c'est très important. Je pense que ça en a un pour Emmanuel Macron, c'est incontestable. Pour les autres, la gauche est dans son rôle. La gauche française est dans son rôle, même si je rappelle que dans d'autres pays, la gauche social-démocrate a accepté un âge légal de départ à la retraite plus élevé. Mais elle est dans son rôle. La droite ne se bat quand même pas tellement sur ce sujet, il faut bien le dire, mais elle dénonce le retour éventuel aux 62 ans ou aux 62 ans et demi. Mais Emmanuel Macron, oui, parce qu'il en a... ça faisait partie du deal avec ses partenaires européens, et notamment avec l'Allemagne. Donc il va apparaître comme quelqu'un dont la parole n'est pas digne de confiance. D'autant que c'est en fait la seule réforme structurelle portée par la majorité présidentielle en réalité. Je voudrais qu'on regarde, si vous voulez bien, une partie des échanges d'hier soir et de la nuit dernière dans les boucles internes des députés EPR. C'est des captures d'écran qui ont circulé toute la journée, où des députés de la majorité présidentielle se disent sidérés face à un compromis surréaliste. Je le dis clairement, je voterai contre l'abrogation. Il y a l'ancien ministre du Travail, le porteur de la réforme, Olivier Dussopt, qui va aussi de son commentaire. Je ne crois pas qu'un compromis se construise sur un déni comptable, sauf à accepter que le système s'effondre. Il y a aussi les anciens ministres Antoine Armand et Francky Riester qui reprochent à Elisabeth Borne d'avoir lâché une telle bombe sans aucune concertation avec eux. John Christopher Roland, la Macronie, elle est en train d'exploser ce soir ? Oui, enfin en tout cas, là, c'est la Macronie satellisée, c'est ceux qui ne sont plus, Olivier Dussopt notamment, qui a porté avec Elisabeth Borne, qui ne sont plus là. Mais en réalité, c'est un peu le nœud du problème. D'abord, j'aurais voulu dire que tous ces ministres qui reviennent un peu, ou les partis politiques qui reviennent un peu sur leur intransigeance d'autrefois, ils finissent par ce par quoi ils auraient dû commencer au moment de la fracturation de l'Assemblée en 2024. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand j'entends ces réactions, mais c'est vraiment le constitutionnaliste qui parle, c'est qu'il y a danger à déguiser en pragmatisme ou en réalité des concepts économiques qui relèvent de partis pris politique. Et par conséquent, si vous voulez, il est difficile de se comparer aux autres pays. On a des modèles qui sont assez différents, notamment dans le modèle social qui est assez différent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si vous avez une ligne politique qui est celle de réduire que les dépenses, de ne pas toucher aux impôts, autre grande innovation structurelle d'Emmanuel Macron, c'est tout à fait louable, c'est une opportunité politique qui s'entend, mais c'est un parti pris politique. Si vous voulez dire que c'est le chaos d'un côté et la vérité et le bon sens de l'un, ça a contribué aussi à casser la mécanique démocratique parce que l'économie, on parlait tout à l'heure des marchés financiers, ne peut pas être, si vous voulez, le facteur de choix démocratique. Sinon, les électeurs, ils n'ont plus qu'un seul parti, le parti du bon sens, le parti de la réalité économique, et à ce moment-là, on ne rêve plus. Y compris quand on est engagé, pardonnez-moi, je termine, sur les traités européens, c'est d'abord les États, l'Europe. Ça se négocie, c'est ça la politique. C'est que les gens puissent faire aboutir leurs aspirations d'un camp comme de l'autre. Parmi les nombreuses questions des téléspectateurs, beaucoup veulent savoir ce que coûterait une suspension de la réforme des retraites pour les finances publiques. Alors, une suspension, c'est jusqu'en 2027. Donc, c'est sur 2 budgets. On va dire que sur la première année, ça coûte entre 500 millions et 1 milliard. Et la deuxième année, moi, je pense entre 1 et 2 milliards. Donc, en fait, si c'est juste une suspension sur cette période-là, et après, si on arrive à négocier pour que on puisse entendre, que l'opinion publique apparemment puisse s'exprimer et puisse trouver un compromis avec en ligne de mire que le système par répartition tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas fonctionner étant en déséquilibre, et on ne peut pas se permettre que de rêver en fait, parce qu'il y a la réalité économique qui revient à l'ordre, parce que lorsqu'on a un système par répartition déficitaire, on est obligé d'aller vers les marchés financiers pour financer nos retraites. C'est une boule de neige. Réalité. Nos impôts ne suffisent pas, et nos cotisations sociales pour payer les retraités d'aujourd'hui. Donc on va sur les marchés financiers
financiers pour essayer de puiser des sommes qui permettront de payer les retraités d'aujourd'hui. Donc en fait, il faut réussir à convaincre quand même, ou rassurer tout du moins nos créanciers internationaux qui financent ce système-là. On n'est pas seul à bord, puisque tout seul, on n'est pas capable de financer notre système de protection sociale. Voilà, il a dit autre chose ce matin, Sébastien Lecornu. La cible de déficit public doit être tenue en dessous de 5% dans le prochain budget, soit entre 4,7 et 5%. On rappelle que François Bayrou avait annoncé à la mi-juillet qu'il voulait ramener le déficit en un an de 5,4 à 4,6% du PIB. Là, Lecornu commence aussi à lâcher du lest. Ça veut dire quoi? Tant pis pour la rigueur promise ces derniers mois? Pour avoir imposé une rigueur et des efforts, il faut une majorité. On le voit bien. Là, c'est impossible de pouvoir faire passer un budget de rigueur. Donc, c'est juste un principe de réalité. Tant qu'il n'y aura pas de majorité, le gouvernement tente de se dire comment est-ce que si on fait un budget à minima, comme on a fait cette année en 2025, est-ce que ça passe? Est-ce qu'on on apaise un peu les tensions pour qu'il y ait un semblant de vie économique normale. Et puis, il y a une chose qui nous frappe aussi, je ne sais pas vous, mais Sébastien Lecornu, on ne l'a jamais autant vu ni entendu que depuis qu'il est Premier ministre démissionnaire. On lui avait reproché justement d'être dans un silence assourdissant depuis qu'il avait eu la passation de pouvoir avec François Bayrou. Justement, c'est quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier. Laurent, ce soir, vous décryptez la posture et les mots de Sébastien Lecornu. Et je vais vous expliquer pourquoi il parle autant, en fait, depuis qu'il n'est plus Premier ministre. Il vit, en fait, Sébastien Lecornu, un moment totalement inédit pour un Premier ministre dans l'histoire de la Ve, et même peut-être pour un homme politique tout court. D'abord, c'est la première fois qu'un Premier ministre s'exprime, et c'était déjà la deuxième fois ce matin, après sa démission. En général, le Premier ministre démissionne, il fait ses cartons en silence, et puis il y a une passation de pouvoir, et puis après, une diète médiatique plus ou moins longue. Là, cette fois-ci, il a parlé. Et c'est pour une deuxième raison encore plus inédite. Sébastien Lecornu, il doit faire comprendre qu'il a changé de métier. Il y a 4 semaines, jour pour jour, on était ici sur ce plateau et on commentait la passation de pouvoir avec François Bayrou. Et Lecornu, c'était le jeune général sabre au clair, alors sabre virtuel et qui s'incarnait dans ce mot rupture, les yeux dans les yeux avec François Bayrou. Et puis en quelques heures, l'artilleur, le sabreur a dû se transformer en pompier. Son récit qu'il voulait pédagogue et proactif sur le long terme a dû se transformer en com de crise réactive. Et comment ça se manifeste à la fois dans les images et dans les mots qu'il choisit? Alors je crois qu'il a fallu improviser avec ces images d'abord. En moins d'une semaine, il a réussi à instaurer un récit de crise très maîtrisé. Regardez, vendredi dernier, lundi matin et ce matin, le même cadre, les mêmes portes ouvertes à Matignon, la même tranche horaire. Pas la même cravate. Oui, alors ça, on ne peut rien vous cacher, effectivement, c'est pas la même cravate. C'était le matin, pour donner le là des matinées sur les chaînes info. Même verticalité, un discours, pas une conférence de presse, et c'est typique de la communication de crise. Un pompier, lorsqu'une cathédrale ou une forêt brûle, les pompiers sont au combat et à intervalles réguliers, le commandant en chef, le pompier, intervient depuis le poste de commandement. Ce rituel de crise très spécifique, Matignon, il l'a déjà vécu une fois, souvenez-vous, en 2021, avec le Covid. Jean Castex, chaque jeudi soir en général, faisait un point de situation avec, là aussi, des chiffres, quelques conseils, et on repart au combat. À quoi ça sert, Laurent? Alors, pour Sébastien Lecornu, comme pour les pompiers en lisière de l'incendie, cela sert à 3 choses. D'abord, on incarne le combat à l'image, puisque cela se passe loin des caméras, soit parce qu'il y a une zone de sécurité, soit parce que c'est dans des bureaux. Ensuite, on se risque en général à un pronostic quand même. Là, ce matin, le Premier ministre semblait dire « incendie presque maîtrisé, mais pas éteint », comme on dit dans les bons rapports. Enfin, on donne des infos sur l'origine de l'incendie. On distille un peu des éléments de l'enquête. Ce matin, Sébastien Lecornu s'est pas gêné pour fustiger, je cite, un certain nombre de problèmes partisans à l'origine de sa démission. Il l'a dit. Cela permet de prendre le public à témoin et puis de mettre la pression sur les incendiaires, de son point de vue, ce qui rime avec LR, mais aussi avec le PS, qui s'apprêtait à recevoir ce matin. Et au passage, Sébastien Lecornu a aussi annoncé ce matin une décision sur le salaire de ses ministres. Oui, et là encore, comme de crise du pompier Lecornu, parce que depuis 2 jours, il circulait ici et là l'idée que les ministres de son gouvernement, qui n'a duré que 14 heures, allaient quand même toucher l'indemnité de 3 mois que touchent en général ceux qui quittent le gouvernement. Et là, il a pris la parole aussi pour dire « pas question ». Regardez.
Il est évident que les ministres qui auront été ministres seulement quelques heures n'auront pas le droit à ces indemnités. J'ai décidé de les suspendre. On ne peut pas vouloir faire des économies si on ne maintient pas par ailleurs une règle d'exemplarité et de rigueur dans la suite des autres décisions que j'ai pu prendre. Alors avec ces mots sans ambiguïté, Sébastien Lecornu, depuis le poste de commandement, on va dire, a éteint un nouveau départ de feu, ce qui arrive souvent dans les grands incendies. On verra ce que la carrière du pompier Lecornu sera peut-être dans quelques minutes, aux 20 heures. Justement, et si le pompier restait à la caserne? Ça fait partie des hypothèses de la journée. Et si Sébastien Lecornu acceptait d'être renommé? Richard Verly. J'avais compris qu'il avait dit non, qu'il ne redeviendrait pas Premier ministre. Il ne souhaitait pas. Et c'est pas lui qui nomme. Franchement, là, ce serait très difficile à expliquer. Alors, pour le coup, aux partenaires internationaux de la France, ils y comprendraient plus rien. Alors, vous me direz, si tout ça est au service d'une stabilité et d'une stabilité qui dure, pourquoi pas? Mais c'est quand même quelqu'un qui est parti. Il est parti sur un constat d'échec, dans des conditions uniques dans l'histoire récente de la Ve République. Revenir, on serait presque, pardonnez-moi, dans du théâtre de boulevard. C'est une hypothèse dont vous avez entendu parler, John-Christopher Rolland? D'abord, elle est possible du point de vue constitutionnel. L'article 8 permet au président de nommer absolument qui il veut, même quelqu'un qui a décidé éventuellement au départ de ne pas y retourner. Il a dit qu'il n'avait pas envie, mais je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Ça serait compliqué de comprendre pourquoi il revient en arrière, mais parce qu'il a communiqué dessus en plus. Le sens du devoir, les responsabilités. Parce que précisément, Édith Cresson, par exemple, ne souhaitait pas vraiment aller à Matignon, par exemple, mais c'est une charge qui est difficile de refuser en réalité, parce que surtout dans le contexte actuel, là où il a eu, à mon avis, peut-être un moment de faiblesse, si jamais il est renommé, c'est qu'il a fait part de son sentiment. Et là, c'est plus compliqué. On aurait le même problème si Bruno Retailleau décidait de revenir. Il y a des mots en particulier qu'il a prononcés qui, pour vous, seraient un obstacle à une renomination? Non, pas spécialement, mais si effectivement il a laissé entendre, parce que je ne sais pas si c'est quelque chose d'officiel. Oui, voilà, il a dit dimanche. Et il a même démenti des rumeurs ce matin, je crois, d'une éventuelle renomination. Et son entourage a dit c'est n'importe quoi. Mais des gens qui le connaissent bien disent qu'il a bien envie d'y retourner. C'est compliqué de dire non, en fait. C'est une charge importante. Matignon, ça ne se refuse pas. En principe, non. Pas pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la France. Je pourrais vous sortir encore pas mal. Mais quel intérêt y aurait Emmanuel Macron? Peut-être de récompenser. C'est le dernier? Alors, d'abord, c'est son plus fidèle, il est de tous les gouvernements depuis 2017. Et puis, si cette plateforme, on le saura tout à l'heure, s'il a réussi à trouver une forme de compromis, même temporaire, ça pourrait être une façon aussi de lui dire, t'es parti vraiment de travers, mais t'as rectifié la situation, si tu toi d'ailleurs, et donc... Et surtout, c'est lui qui l'a négocié, cette plateforme. Donc, exactement. Autant que ça soit lui qui la mette en œuvre. Mais pardon, il était question que cette plateforme, elle soit menée par un négociateur. Donc finalement, le rôle de il serait pompier-négociateur, Sébastien Lecornu. En fait, c'est presque le système belge, c'est-à-dire quand le roi nomme un informateur, parce qu'ils ont des fracturations bien pires que les nôtres à leur assemblée, ou en tout cas beaucoup plus durables, et on utilisait souvent en Belgique un ancien Premier ministre, qui avait un peu l'aura, le charisme de celui qui a vécu pas mal de crises. Et c'était bizarre de nommer Sébastien Lecornu, si vous voulez, comme un peu dans ce rôle de négociateur. Et surtout si à la conclusion, il est renommé. Ça paraît très bizarre, mais encore une fois, avec Emmanuel Macron, pas impossible. Vous en dites quoi, Richard Verly? Écoutez, encore une fois, il y a deux éléments à prendre en compte. La pertinence du choix. Est-ce que s'il y a changement de cap, puisque un éventuel renoncement à la réforme des retraites, même si ce n'est qu'une suspension, c'est quand même un changement de cap, est-ce qu'il peut être incarné par le dernier soldat du macronisme? Franchement, il y a une contradiction dans les termes, pour moi. Et la deuxième chose, c'est que vous sortez d'un échec, et vous avez démissionné après 14 heures, et vous revenez Premier ministre. De facto, sa crédibilité de chef de gouvernement a été, à mes yeux, entamé. Je rappelle juste que dans beaucoup de pays, quand on démissionne, on démissionne. Voilà. L'autre hypothèse qui semblait tenir la corde cet après-midi, c'était la nomination d'un Premier ministre de gauche. Nous n'en avons jamais été aussi proches, affirme Marine Tondelier. Un coup de barre à gauche, est-ce que ce serait la seule solution, John-Christopher? En tout cas, c'est la seule combinaison qui n'a pas été tentée depuis hormis celle du Rassemblement national évidemment, mais qui n'a pas été tentée depuis la dissolution. Est-ce que ça sera la martingale? Rien n'est moins sûr, et en tout cas, rien n'est moins sûr, encore une fois, sur la durée, parce que vous avez une fracturation qui va peut-être s'opérer de ce point de vue-là à gauche avec la LFI, et vous aurez sans doute, et notamment sur ces questions dont on a traité tout à l'heure, les questions qui sont liées vraiment à la bonne trajectoire des finances publiques, qui cristallisent quand même un certain rejet de la part notamment des LR. Parliez, je ne veux pas anticiper sur ce qui pourrait se dire après, mais ça pourrait rendre la droite encore plus, si vous voulez, détachée de l'ancien socle commun. Et il faudrait en réalité
que le socle commun, ou ce qu'il en reste, Horizon, ils ont dit qu'ils étaient contre la suspension ou l'abrogation. Mais le socle commun, les macronistes exigent, s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils ont exigé pendant 1 an et demi du Parti socialiste, un peu de responsabilité, peut-être pas une non-censure, voilà, mais effectivement de leur laisser une chance. Mais après, c'est vrai que la frontière, elle est étroite entre les compromis et les compromissions. Oui, c'est pour ça que peut-être que ce qu'il va annoncer dans la plateforme c'est peut-être sur un certain nombre de points précis. 1, le budget. 2, il y a peut-être d'autres. Tout à l'heure, Marine Le Pen était à la rencontre des agriculteurs. C'est un sujet majeur. On pourrait se focaliser. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, voilà, se focaliser sur la décentralisation également. Oui. Sur un certain nombre de sujets qui pourraient faire à peu près consensus et remettre dans 1 an et demi, avec une vraie campagne, un vrai débat, tous les autres sujets, parce qu'en attendant, ils ne sont pas traités. Vous parliez de Marine Le Pen. Elle est désormais catégorique. Elle censurera tout parce que, dit-elle, la plaisanterie a assez duré. Elle l'a dit en ces mots depuis Cournon d'Auvergne, où elle se trouvait pour une visite au sommet de l'élevage ce matin, visite qu'elle avait d'ailleurs tenue à maintenir en dépit du chaos politique. Elle a refusé de rencontrer Sébastien Lecornu ce matin parce qu'elle avait rendez-vous là-bas. Reportage sur le terrain signé Clément Perrault et Katia Gilder. Opération bain de foule à Cournon d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup. Marine Le Pen se prête au jeu des selfies dans une nuée de caméras. Un déplacement aux allures de campagne électorale. Oui, je préfère être ici qu'à Paris. Oui, je pense qu'il y a ici des sujets qui sont absolument fondamentaux. Marine, on peut faire une photo s'il vous plaît? Loin de Paris et de la crise politique, la chef du Rassemblement national qui a refusé de se rendre à Matignon préfère occuper le terrain auprès des éleveurs. Pour elle, les choses sont déjà actées. Nous souhaitons qu'il y ait des élections parce que le peuple français est souverain. C'est donc à lui de décider, c'est à lui de dénouer les crises, c'est à lui d'être l'arbitre. Nous partirons en campagne. Et puis voilà, les choses sont très simples, vous savez. Si les Français nous veulent, ils nous auront, nous sommes prêts. Si les Français ne nous veulent pas, nous sommes républicains, nous respecterons, bien entendu, comme nous l'avons toujours fait, les résultats des élections. Dans le sillage de Marine Le Pen, plusieurs députés du Rassemblement national. Ils sont eux aussi en ordre de marche en cas de législative anticipée. Vous savez, nous, au Rassemblement national, nous sommes en campagne permanente et Marine défend les Français toute l'année. Donc il se trouve que cet événement est un événement important pour le Rassemblement national. Vous connaissez notre attachement à l'agriculture. C'est un déplacement à la rencontre des professionnels de ce secteur qui sont extrêmement malmenés depuis tant d'années que c'est un... Non, c'est pas une campagne en particulier, c'est un déplacement qui était prévu depuis un moment. Dans les allées du salon, Marine Le Pen affiche sa proximité avec le monde agricole, inquiet des accords de libre-échange Mercosur. Pour certains éleveurs présents, le but de cette visite ne trompe pas. C'est tout à fait politique, c'est pas du tout mon parti déjà. Et puis bon, après elle promène, elle voit des éleveurs. C'est de bonne guerre en ce moment, quoi. Un peu facile, oui. Un peu. Pour moi, c'est facile qu'elle vienne ici, oui. Vu que dans le monde agricole, il y a tout qui est difficile en ce moment, mais c'est vrai que l'élevage, surtout l'accès sur l'élevage, c'est ce qui est le plus difficile avec les normes. Donc qu'elle nous soutienne plus dans ça, je trouve ça bien. Marine Le Pen n'est pas la seule à être venue au chevet des éleveurs d'Auvergne. Le patron des députés de droite, Laurent Wauquiez, était lui aussi attendu dans la journée. Richard Verly, c'est l'autre image du jour. On a donc ces consultations qui se poursuivent à Matignon, ce brouillard qui va peut-être se désépaissir dans la soirée, et puis Marine Le Pen qui nous envoie sa carte postale d'Auvergne. Oui, écoutez, je trouve que dans le choix des mots, quand elle dit « je censure tout », ça a un côté un peu comme ça, je dirais... Elle dit « je siffle la fin de la récréation ». Voilà, ça a un côté un peu populaire, mais c'est le langage que tout le monde comprend. Je censure tout, j'en ai marre, c'est de la rigolade, c'est pas sérieux, donc le message passe. Le choix de ne pas aller à l'invitation de Sébastien Lecornu, d'aller au contact des gens, au contact des agriculteurs en province, ça aussi, ça marque. Une fois de plus, pour l'instant, dans cette séquence, bien évidemment campée dans son registre et compte tenu de ses priorités, je trouve que Marine Le Pen fait presque un sans faute. John Christopher Roland. Oui, il y a un côté un peu presque, j'allais dire, gaulien, c'est-à-dire, moi je me situe au-dessus de la mêlée, la cacophonie, c'est les autres. Moi, la plaisanterie, c'est fini. Elle a même, à un moment donné, utilisé une expression assez populaire. Si ma grand-mère avait des roulettes, elle a dit ça, oui, on l'appellerait un bus. Donc il y a ce contact à la fois très populaire. Elle est auprès des agriculteurs, c'est pas un hasard, c'est vraiment quelque chose qui montre qu'elle essaie de se situer en dehors de la mêlée. Là où je suis moins d'accord, c'est que quand ils disent qu'ils n'ont jamais contesté les résultats des élections,
moi je veux bien, mais en 2024, le Front républicain était considéré par eux comme finalement une manœuvre pour les empêcher d'arriver au pouvoir. Or, il semblerait que, avec ou sans Front républicain, de toute façon, ils n'auraient pas eu la majorité absolue. Donc, on est toujours un peu dans l'entre-deux. En réalité, ce qui est certain, c'est qu'elle est déjà en campagne. Elle est déjà en campagne et elle veut donner l'impression d'être loin de la tambouille, alors qu'en réalité, de la tambouille, il y en a quand même un petit peu. C'est les ouf, c'est les off de Lou. Mais c'est ouf. Mais c'est ouf. Ils sont taquins, ils sont taquins. Bah oui, ça peut arriver. Nous n'avons pas de désaccord avec le RN. Lou, cette phrase, elle a été prononcée par l'ex-porte-parole LR du gouvernement, Sophie Primas. Elle a vraiment dit ça. Nous n'avons pas de désaccord avec le RN. Oui, attendez, hein, c'est pas fini, elle va plus loin. C'était sur RTL hier et elle rajoute « S'il y a un contrat de gouvernement, eh bien, travaillons ensemble ». Ou encore, quand on lui demande si elle pourrait rentrer dans un exécutif RN, ça dépend pour quoi faire. Autant vous dire que ça a mis le feu aux poudres chez LR. Bruno Retailleau, pour lui, c'est non, disait-il hier chez France 2. En revanche, quand on l'a interrogé sur savoir pour qui voter dans cette législative partielle dans le Tarn-et-Garonne, où vous avez un candidat ciotiste face à la gauche, lui a appelé à ne pas voter pour la gauche. Autant vous dire que le mal est fait. Hein. Dans l'esprit des Français, une alliance, les Républicains, Rassemblement National, c'est de l'ordre du possible. Mais vous êtes en train de dire qu'en cas de dissolution, ce soir ou dans les prochaines heures, LR partirait avec le RN en campagne ? Chaque chose en son temps. Hein. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. D'abord, pas sûr qu'on ait une dissolution ce soir ou dans les prochains jours. Ensuite, vous avez aussi le bruit qui court, comme quoi Laurent Wauquiez pourrait prendre la place de Bruno Retailleau à Beauvau. Et enfin, si vous avez une alliance de genre, le groupe LR explose en 3 familles. Vous avez ceux qui partent avec Édouard Philippe et Horizon, ceux qui décident de se présenter en indépendant, et enfin, la dernière possibilité que nous étudions aujourd'hui, aller avec le Rassemblement national. En l'occurrence, nous journalistes, ça fait plusieurs années qu'on entend cette phrase. Il n'y a plus de cordon sanitaire entre le RN et nous. L'une des premières fois pour ma part, c'était dans la nuit de l'alliance RN-Ciotti en 2024. J'ai appelé un cadre LR justement pour avoir une vérification à ce sujet. Lui n'était pas au courant et sa réaction était assez surprenante. J'ai 30 ans, je n'ai jamais exercé de responsabilité, alors partir en campagne avec le RN, pourquoi pas ? Bon, sachez qu'il est toujours chez LR et même il a pris un peu de galon depuis que... attendez, vous croyez vraiment que je vais dévoiler mes sources ? Elle ne balancera pas son nom. Il a pris un peu de galon depuis l'élection de Bruno Retailleau à la tête du parti. Est-ce qu'il y a d'autres signaux ? Alors oui, il y en a quand même quelques-uns. Alors François-Xavier Bellamy, par exemple, l'été dernier, qui disait qu'entre RN et gauche, en cas de duel, il voterait RN. Pareil pour Roger Carucci, très récemment. Et c'est Jordan Bardella qui ne s'y est pas trompé à ce sujet. Hier, il disait être parfaitement prêt à tendre la main à LR sur un accord de gouvernement. Et enfin, une petite info que je vous ai repêchée. Sachez que nombre de députés LR ont déjà pris langue avec Ciotti et son parti, l'Union des droites pour la République, parce qu'ils se sentent menacés par le RN dans leur circonscription. Cherchez parmi les 22 députés LR qui n'ont pas voté la confiance à François Bayrou. Ah, vous dévoilez vos sources, attention. Mais en fait, je comprends pas. Un petit peu. LR fait partie du socle commun. Tous ont refusé de partir avec Ciotti l'an dernier. Et là, il pourrait complètement changer de stratégie pour un parti qui d'ailleurs se définit même pas comme de droite. On y est là dans la tambouille un peu quand même. Légèrement, effectivement. Mais c'est parce que la base partisane est quand même très divisée. Il y a eu un sondage en juin dernier pour les électeurs, donc c'était CSA-JDD, ça s'affiche à l'écran. Les électeurs RN, eux, seraient 68% à partir en union des droites avec le RN. Chez les électeurs de droite un peu plus traditionnels, classiques, c'est 61%. C'est un peu moins, mais c'est quand même important. Sur le terrain, ça se sent. Confère, par exemple, ce militant retailliste qui félicitait l'état-major LR au lendemain de la victoire du ministre de l'Intérieur à la tête du parti. On va enfin pouvoir faire l'union des droites. Manifestement, il n'avait pas tout à fait compris que Bruno Retailleau, lui, il partait avec le socle commun. Mais s'ils sont si nombreux, pourquoi c'est pas déjà fait une alliance LR-RN ? Pour 2 raisons. Déjà parce que pour eux, c'est un parti économiquement parlant socialiste. Et surtout, ils ont une réputation à tenir. Ainsi le résumait un cadre chez l'UDR d'Éric Ciotti, justement. À droite, le vote RN est un vote de classe. Jamais Bruno Retailleau ou François-Xavier Bellamy n'appelleront à voter pour nous. Ce sont des bourgeois. En fait, vous savez à quoi on assiste plutôt qu'à l'union des droites ? À une lutte des classes. À une lutte des classes. Vous êtes d'accord avec cette analyse, John Christopher Roland ? Oui, je suis un peu effaré en réalité parce que, si vous voulez, à part le domaine de la sécurité qui pourrait éventuellement unir les
de tendance. Sur le plan économique, il y a au Rassemblement national quand même des attitudes assez antagonistes de ce point de vue-là, entre ceux qui ont plutôt une démarche économique et sociale, un meilleur pouvoir d'achat, et un discours plus libéral comme celui de Jordan Bardella, qui était absolument très rassurant vis-à-vis des patrons lors de l'université d'été du MEDEF, qui, c'est pas un hasard, s'est tenu d'ailleurs à Roland-Garros. Et donc, je suis assez... si vous voulez, ça rentre un peu dans la même veine que de renoncer à des lignes rouges qu'on avait fixées il y a un an, la dissolution. Aujourd'hui, on revient dessus dans l'objectif de la stabilité. Les Français, je ne sais pas ce qu'ils pensent, hein. Moi je vais éviter de faire comme les patrons de parti, mais quand même, quel spectacle, si vous voulez, quelle ossature ils peuvent penser que les hommes politiques ont quand on a ce genre en fait bon, ça c'est le jeu de la politique, hein, je suis très naïf, mais quand même ça me surprend. Moi je me dis que ça rajoute un peu à la lecture très très compliquée à comprendre. Vous pensez qu'elle se fera, l'union des droites, que c'est le sens de l'histoire à droite, Richard Verly ? Plutôt. Regardez ce qui se passe en Italie, où la droite traditionnelle, l'équivalent des Républicains, l'ex-parti de Berlusconi, est désormais le supplétif de Giorgia Meloni et de Matteo Salvini. En échange, qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Ils ont obtenu deux choses. Ils ont obtenu un programme économique qui est au fond celui du patronat, qui d'ailleurs avait été négocié plus ou moins par Mario Draghi, qui avait fait le relais entre le patronat italien et Madame Meloni. Donc ils ont obtenu ce qu'on pourrait appeler une forme de crédibilité économique de droite, et d'autre part, ils ont obtenu un ou deux postes importants au gouvernement, notamment celui du ministre des Affaires étrangères. Voilà, donc ça veut dire qu'ils sont devenus, encore une fois, des supplétifs. Si la vague électorale souffle, comme les sondages le laissent penser, en faveur du Rassemblement national, l'union des droites sera quand même très difficile à refuser. Mais ce jour-là, le Rassemblement national perdra peut-être un dernier avantage comparatif, si je puis dire, par rapport aux autres, c'est d'être totalement de plein pied dans la classe politique telle qu'elle est. Parce pour un parti anti-système. Je reste surpris quand même par l'idée, et on le voit dans le reportage qu'a fait l'équipe de la rédaction sur le terrain, le Rassemblement national continue à quand même pouvoir se poser à côté de la classe politique traditionnelle. Je crois qu'il y a alors que c'est un parti qui a 50 ans, il y a des députés, il y a des exécutifs. Il y a deux situations, vous le savez bien. Il y a celle où le Rassemblement national a besoin de la droite traditionnelle, arithmétiquement parlant au Parlement. Donc quand vous avez besoin... Sauf que par exemple, le bloc LR à l'Assemblée nationale, c'est plus grand-chose. Non, je veux dire, s'il y a de nouvelles élections, on verra ce que ça donne. Mais vous savez, quelquefois, 20 députés, ça peut faire la différence. On le sait lorsqu'il s'agit de gouverner. Donc si le Rassemblement national en a besoin, eh bien il devra faire des aménagements. S'il n'en a pas besoin, vous avez tout à fait raison, c'est pas du tout son intérêt. Lou ? Sur justement l'alliance avec Giorgia Meloni et les autres partis de droite en Italie, est-ce qu'on peut vraiment faire une comparaison avec notre situation française quand on part du principe aussi qu'en Italie, ça fait depuis les années 90 qu'il y a ce genre justement d'alliance qui se fait entre Fratelli d'Italia, qui ne s'appelait pas Fratelli d'Italia à l'époque, la Ligue et Forza Italia. Oui, c'est une très juste observation. Au fond, ce qui s'est passé en Italie, c'est que Fratelli d'Italia, le parti de Madame Meloni, était lui le supplétif avant. Madame Meloni, d'ailleurs, était ministre du gouvernement Berlusconi, et le supplétif est devenu le pilier, en quelque sorte. C'est vrai que la fréquentation entre la droite et l'extrême droite était plus ancienne en Italie. Peut-être que tout simplement, la vague arrive en France avec du retard. On est au début de ce dispositif futur. En tout cas, la perspective d'une dissolution ne semble pas être la solution privilégiée ce soir. Cette perspective, elle s'éloigne puisque Sébastien Lecornu affirme qu'une majorité de députés, c'est ce qu'il dit après ces 48 heures de consultation, refuse une dissolution parce que des élections amèneraient au même résultat que l'année dernière. John Christopher Roland, est-ce que dans les derniers sondages, alors ce ne sont que des sondages et souvent les sondages donnent le RN plus haut que ce qu'il n'est dans les urnes réellement, mais qu'est-ce qui nous dit que demain, des législatives auraient un résultat différent de celle d'il y a un an ? Alors, c'est vrai que c'est difficile de faire des projections quand on n'est pas dans la situation, avec des paramètres, des hypothèses qui sont un peu compliquées à, si vous voulez, à prévoir, notamment la solidité du Front républicain, si Front républicain il y a. Et puis, il y a un autre paramètre, c'est que la dissolution, ça entraîne des élections législatives anticipées, c'est vrai, mais une campagne écourtée. C'est-à-dire, vous avez entre 20 et 40 jours, ce qui, en quelque sorte, a un effet de sidération, de tétanie. Et c'est très compliqué, surtout dans les conditions actuelles, où justement, il y a des débats clivants dans la société qui mériteraient un débat beaucoup plus long. Et donc, ce temps court, si vous voulez,
c'est peu propice à des débats de fond. C'est ce que j'allais vous dire, ça empêche de parler du fond. Ça empêche de parler du fond, donc si vous voulez, c'est un peu ce qui s'est passé, mais comme ça je serais équilibré pour tout le monde, mais en 2017, vous auriez pu mettre beaucoup de candidats avec le simple effigie d'Emmanuel Macron, candidat En Marche, pour que ça fonctionne, parce qu'il y a un réflexe un peu corporatisme, alors même qu'à l'époque, il y avait eu une campagne électorale. Non, alors juste par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur Sébastien Lecornu, pourrait-il se succéder à lui-même ? Il avait dit... non, là il a dit je ne cours pas après le job. Oui, mais si le job lui court après. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose. Bon. Je ne cours pas après le job. C'est une forme, il se dédie un petit peu, c'est-à-dire qu'il rouvre la porte, parce que encore une fois, c'est une charge qui est effectivement très difficile à refuser et pour ne pas dire impossible. Marine Le Pen insistait beaucoup cet après-midi, elle s'est exprimée depuis le sommet de l'élevage en Auvergne, elle a beaucoup insisté sur le fait que de toute façon, il fallait un retour aux urnes des Français, il fallait une dissolution, et elle insistait beaucoup aussi sur la trouille des autres députés de ce retour aux urnes, parce que ce serait une claque pour beaucoup de partis. Alors, d'abord, il faut éviter, je pense qu'elle présume un peu du résultat pour elle-même, non pas qu'elle a tort, mais l'avenir nous le dirait de toute façon, là on ne peut pas le savoir. En revanche, là où elle a raison, c'est qu'il est vrai que l'atrophie du socle commun qui serait provoquée éventuellement par une législative anticipée, fait que ça doit être assez inquiétant, notamment pour les alliés du bloc central et pour la gauche. Est-ce que le Parti socialiste a véritablement intérêt aujourd'hui à une dissolution, dans la mesure où ils sont dans une nasse, où ils ne savent pas s'ils doivent s'allier, même si, à mon sens, à mon avis, le Front républicain se reformerait, mais rien n'est moins sûr. La situation est compliquée et il est vrai, d'ailleurs, il faudrait faire attention parce que de ce que j'ai entendu d'Elisabeth Borne, il ne faudrait pas que ça passe par un reniement, simplement un reniement, un renoncement. Elle précise bien, en gros, que sa crainte, c'est une dissolution et l'arrivée au pouvoir du RN. Donc elle y met quand même derrière une explication un peu plus rationnelle. Et moi, en ce sens-là, je pense que oui, il y a à craindre d'une dissolution, parce qu'au mieux, elle donnerait une majorité, mais laquelle, ça aussi, ça peut être une source d'inquiétude. Et au pire, elle laisse la situation exactement à l'identique. Alors, la dissolution semble pour le moment être une hypothèse écartée, puisque Sébastien Lecornu dit deux choses. Un, que la situation permet de nommer un Premier ministre dans les 48 heures. Donc, d'ici, nous sommes mercredi, d'ici vendredi, un nouveau Premier ministre. Et deux, il dit que l'équipe qui sera nommée devra être totalement déconnectée des ambitions présidentielles. Ça élimine du monde ? Oui, alors, vous avez l'air atterré. Non, je ne suis pas atterré. Ça veut dire que M. Retailleau n'est plus ministre. Ni Laurent Wauquiez, alors. Et ni Laurent Wauquiez. C'est compliqué comme formulation. Vous savez, ça me rappelle Édouard Balladur en 93. Non, pour l'instant, moi, je suis tout entier consacré. D'ailleurs, disait-il à l'époque, ça va vous rappeler quelque chose, totalement dévoué au redressement des finances publiques. Évidemment, l'état de grâce, qui est en berne ces dernières années, mais quand vous êtes ministre, demander à un homme politique de renoncer à des ambitions, c'est comme demander à un stakhanoviste de devenir oisif du jour au lendemain. Ça me paraît quand même assez curieux. Ceci dit, pour le message de la communication, ma foi, pourquoi pas. Il dit, il y a un chemin, la situation va permettre au président de nommer un Premier ministre dans les 48 heures. Alors on est encore dans une situation très baroque. La vérité, c'est que ces consultations n'ont pas complètement débouché, puisque ce que je comprends, c'est qu'il dit il y a un chemin. Il y a un chemin, d'accord, mais il y avait peut-être un chemin. C'est plus une impasse, un chemin. Oui, enfin, il y a un chemin. On a l'impression qu'il n'est pas au bout du processus, qu'il y a d'autres éléments, et je crois qu'il est en train de prolonger l'attente. Moi, ce qui me semble, alors, si la dissolution est écartée, ça veut donc dire qu'il a obtenu des accords. Il dit que, selon lui, il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est peut-être la seule, qui refuse la dissolution. On aimerait en savoir plus sur le programme qui est prêt à valider cette majorité absolue, soit de députés qui sont prêts à participer et à soutenir, soit de députés qui ont accepté de ne pas censurer. On aimerait le savoir, le programme. Visiblement, il ne l'a pas encore dévoilé. On attend. Jean-Christopher Rolland, la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire, en l'occurrence, d'avoir un Premier ministre dans les 48 heures. C'est possible ou c'est nécessaire constitutionnellement parlant ? Alors, c'est possible, ça c'est sûr. Est-ce que c'est nécessaire constitutionnellement ? Il n'y a pas de délai qui impose au président de nommer... plutôt par rapport au projet de loi de finances. Alors, pour le projet de loi de finances, c'est sûr que si on reste dans le délai des 70 jours offerts au Parlement, Sénat et Assemblée nationale compris, pour adopter une loi de budget, avec la particularité que si, je ne sais pas qui sera Premier ministre, mais si on continue sur cette ligne, pas de 49.3, parce que le 49.3, c'est quand même un moyen, si vous voulez, d'être certain de respecter le temps, sauf à être renversé. Sébastien Lecornu dit aussi qu'un Premier ministre de gauche, c'est une décision qui appartient au chef de l'État.
Mais il a tout à fait raison. Évidemment. Décidément, il ouvre beaucoup de chemins, Sébastien Lecornu, mais pour l'instant, il ne nous donne pas énormément de balises. C'est-à-dire le brouillard reste quand même épais, là. Ben, écoutez, je vois, oui, on le savait, que le président a la responsabilité de nommer le Premier ministre. Il me semble que ça, c'est pas tout à fait une annonce. Mais il aurait pu dire, on n'a pas trouvé de terrain d'entente, on n'a pas trouvé de chemin, et face à l'impasse... Donc ça veut dire que le programme, entre guillemets, ou la plateforme, je ne sais pas comment l'appeler, n'est pas complètement bouclé. Enfin, en tout cas, moi, c'est la traduction que je fais des annonces que vous nous évoquez. Donc ça veut dire qu'on cherche soit un négociateur, soit un Premier ministre de gauche. Peut-être un Premier ministre. Alors, après, ça peut être un Premier ministre qui ne soit pas forcément de gauche, pourvu que les députés socialistes et écologistes, qui ont été reçus également, acceptent le principe de la plateforme. Dans ces cas-là, vous pouvez. Alors, en revanche, il faut que la figure soit consensuelle, parce que si elle braque d'un côté et qu'elle braque de l'autre, là, on est reparti dans des difficultés, dans des méandres. Et alors, qui a le profil ? Alors, on parle beaucoup. On a parlé du quoi, on peut parler du qui ? Voilà, alors le qui, je ne sais pas, mais on parle beaucoup de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, pas tellement du fait qu'il vienne d'ailleurs particulièrement de la gauche, puisque d'ailleurs cette position lui est déniée par une partie de la gauche, mais parce que c'est un ancien Premier ministre qui a fait consensus. J'observe quand même qu'il n'est pas resté très longtemps Premier ministre, hein. Il a au moins un point commun avec les Premiers ministres, pour des raisons de campagne électorale de Manuel Valls. C'est la fin de mandat du président Hollande. C'est ça. Mais en même temps, c'est ce genre de figure qui fait, qui est censé faire consensus. C'est-à-dire qu'il ne braque pas totalement la gauche et qui puisse apparaître comme sérieuse et crédible par la droite. Parce qu'il y a quand même un élément de calendrier, c'est que le budget doit être déposé la semaine prochaine au plus tard. Ça, c'est sûr. Et j'imagine aussi que dans les sphères économiques, c'est quand même la chose qui prédomine. Oui, après, moi je pense que la bonne nouvelle, c'est se dire que s'il y a une majorité absolue qui est contre la dissolution, j'espère que derrière, ils se sont mis d'accord sur les points de compromis là où ils pouvaient avancer. Autrement, ça ne sert à rien, en fait. Derrière, c'est reculer pour mieux sauter plus tard. Oui, j'imagine que derrière, il y a du sens derrière cette phrase-là. C'est bel et bien que tous les partis qui ne veulent pas cette dissolution sont prêts à faire des mouvements d'avancée ou de recul sur leurs propositions pour arriver bel et bien à fournir un budget à minima, parce que c'est ça qui est demandé. On ne peut pas demander un budget avec des réformes, on ne peut pas s'atteler à nos déficits et à nos dettes, à notre niveau de dette sans majorité, parce qu'il y a des efforts qui vont être demandés. Donc là, on ne peut demander qu'un budget avec le minimum d'efforts. Donc finalement, c'est pas grand-chose. C'est juste attendre les 2 ans comme ça à reproduire un budget à minima. Donc là, je pense que moi, je l'entends comme ça. C'est que derrière, ça va être peut-être facile d'arriver à des petits accords avec bien sûr la suspension pendant 2 ans, mais aussi inversement, il va falloir des baisses de dépenses quelque part ou des augmentations d'impôts, mais tout ça de manière totalement indolore, où tout le monde se mette d'accord en disant on en rediscute réellement en 2027. En tout cas, s'agissant de la réforme des retraites dont on a beaucoup parlé au début de l'émission, Sébastien Lecornu précise que c'est effectivement une source de blocage, mais qu'on aura du mal à faire l'économie d'un débat au Parlement. Donc ça veut dire, a priori, on remet la réforme des retraites, on remet l'ouvrage sur le métier, en fait, Richard Verly. Ce que je comprends de ce que vous dites, effectivement, c'est ça. Ça veut dire que parmi les points qui sont sur la table et les points qui auraient été actés par cette future plateforme, encore une fois, composée des partis qui vont soutenir et des partis qui ne censureront pas, ce serait la suspension sans doute de la réforme des retraites, voire aller plus loin, l'abrogation et un engagement à une future réforme des retraites. La difficulté, c'est quand vous dites ça, ça dépend quand même de qui sera élu en 2027. Parce que je rappelle que Marine Le Pen, en tout cas jusqu'à maintenant, elle peut bien sûr changer d'avis. Imaginez que ce soit quelqu'un du Rassemblement national, ils se sont engagés pour l'abrogation de cette réforme des retraites. Le retour, à un moment, ils évoquaient même 60 ans. Alors, ils peuvent changer. Mais sauf qu'on sait ce que donnerait un nouveau débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait eu un vote solennel en mai dernier, et qu'à l'époque, la loi avait été abrogée. Ouais. Mais est-ce que c'est cohérent de remettre ça devant cette Assemblée nationale-là, alors que vous allez vers une élection présidentielle en mai 2027, et que quand même, si on abroge maintenant, c'est pour mettre ce projet qu'on juge structurant pour la société française dans les mains du futur président, me semble-t-il. Et puis surtout,
Que comprendraient les Français? Parce qu'on était tout à l'heure dans le Puy-de-Dôme là, avec Marine Le Pen au sommet de l'élevage. Je voudrais qu'on écoute aussi ce soir quand même ce que les agriculteurs présents sur le salon disent de ce moment politique. C'est Vox Pop et c'est préparé ce soir par Clément Perrault et Marco Pommier. C'est le grand fiasco total. Ils ne savent plus où c'est qu'ils vont, non, ils ne savent pas. Est-ce que ça vous inspire? Pas confiance. Ça me désespère. On doit être ridicule vis-à-vis des autres pays, je pense. C'est plus que désespérant. Ils se fichent de nous, totalement et tout le temps. Qu'est-ce que vous espérez là? Un grand coup de balai. Mais la classe politique, il n'y en a plus. On ne sait plus qui est de droite, de gauche, du milieu, du centre. J'ai plus l'impression que c'est une cour de récréation plutôt qu'une classe politique, on va dire. Enfin, ils se tirent tous dans les pattes, ne pensent pas au pays, pas aux Français, pas à rien. Ils pensent juste à leur ego, leur petite classe politique. Les gens qui sont censés occuper des responsabilités sont très éloignés des préoccupations des Français. Je suis moi-même intéressée par la politique, je suis quelqu'un qui vote, mais j'avoue être assez désœuvrée. Moi je suis agricultrice, on a besoin d'un gouvernement pour pouvoir avancer dans nos négociations, dans nos demandes, et là on n'avance pas. Maintenant, moi je ne sais pas ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, hein, mais ce que je sais c'est que ça c'est pas bien pour les Français. Voilà. Cette lassitude des Français, à un moment aussi, eux, ce soir, se disent mais quand est-ce qu'on va en sortir? Parce que là, on avait donc une mission de 48 heures pour Sébastien Lecornu, à charge pour lui d'élaborer une plateforme de stabilité et d'action. Et puis finalement, ce soir, il annonce qu'on aura un Premier ministre dans les 48 heures. C'est cool, on a gagné 2 jours de plus, Richard Verly, c'est ça? Oui, celui qui pour l'instant gagne, mais d'une manière quand même triste, c'est Emmanuel Macron. Pourquoi? Il gagne du temps. Demain, il sera au Panthéon, vous savez, l'hommage à Robert Badinter. Il prononcera un de ses discours souvent remarquables, c'est un peu sa spécialité, pour les hommages. Et donc voilà, il préfère peut-être, Emmanuel Macron, avoir ces moments d'histoire, ces moments de retrouvailles face aux hommes qui ont fait la France, plutôt que de s'occuper du sort quotidien des Français. En tout cas, j'imagine que pas mal de gens se posent la question et se la poseront demain quand l'hommage à Robert Badinter, tout à fait justifié par ailleurs, sera retransmis sur les chaînes de télévision. Et qui ne devait pas être perturbé par la nomination d'un nouveau Premier ministre quelques heures plus tôt, sans doute, John Christophe. Oui, alors je suis assez d'accord. Il y a globalement, depuis le juin 2024, une tentative aussi de gagner du temps. On a enjambé les Jeux Olympiques pour trouver un nouveau Premier ministre. Ensuite, il a inventé « je nomme très rapidement un Premier ministre, mais on prend du temps pour le gouvernement ». Peut-être qu'on aura un Premier ministre dans les 48 heures, avec un gouvernement qu'il faudra encore nommer par la suite. Enfin, vous voyez, avec un budget qu'il faut déposer lundi. Oui, effectivement, pour rester dans les délais prévus, sauf à considérer que, in fine, on passera par ordonnance, ou alors si le budget est rejeté entre deux, par une loi spéciale. Une fois qu'on a enjambé cette période municipale, on est parti vers la présidentielle. Ça peut aller. Laurent? Oui, alors, mais cette attente, quand même, elle crée aussi, on l'a vu, de la colère et peut-être aussi de l'apathie et de la désillusion. Est-on sûr qu'en cas de dissolution, et le choc que vous évoquiez tout à l'heure, va provoquer l'envie de débat qu'on avait vécu en juin 2024? Ou est-ce qu'au contraire, il ne va pas y avoir davantage de citoyens qui vont dire, bon, cette fois-ci, on les laisse faire leur... Non, au contraire, ça peut même, si vous voulez, radicaliser encore plus les clivages. C'est-à-dire, quand on n'en peut plus, on essaie de... Bon, il faut au gouvernement. Quelle que soit la majorité, j'y vais. Ça peut être ça, la réaction. Donc, c'est ça ce qui est dangereux. La dissolution, elle est prévue pour donner un moment de clarté dans une crise politique. S'il l'avait fait en 2022... après les élections législatives qui ont donné cette majorité relative, en tout cas plus tôt que le moment où il l'a fait, on aurait pu le comprendre sur le plan politique. Le faire à ce moment-là, et puis surtout donner l'impression pour certains qui n'ont même pas tenu compte d'ailleurs de l'expression populaire qui s'en est dégagée, c'est assez, si vous voulez, déconcertant. Mais en revanche, dans une logique plus longue de gagner du temps jusqu'à la fin du mandat, ça s'entend parfaitement. Juste une question, Stéphanie Villers. Sébastien Lecornu dit que la réforme des retraites, sa suspension, ça coûterait 3 milliards d'euros. Vous considérez que c'est ça sur 2 ans, oui. C'est à peu près jusqu'en 2027. D'accord. Après, il faudrait véritablement revenir dessus. Ce qu'il y a après. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne fait que reporter les efforts qu'on devra faire, parce que je vous rappelle que ce n'est pas uniquement les réformes des retraites, c'est aussi, on s'est engagé vis-à-vis de Bruxelles d'arriver à 3% de déficit d'ici 2029. Alors, il ne nous restera plus que 2 ans, le budget 2028 et 2029, pour faire là, véritablement, des efforts drastiques pour arriver
à baisser notre déficit public à 3%. En tout cas, Sébastien Lecornu promet ce soir qu'un projet de budget sera bel et bien déposé lundi. Projet de budget dans lequel, dit-il, il y aura beaucoup à débattre. Oui, ça, au moins, c'est une information. Ça y est, on sait qu'on va rentrer... Mais comment, en étant aujourd'hui mercredi sans Premier ministre, comment est-ce que lundi, on parvient à déposer un projet de budget ? Qui ficelle ce projet de budget ? Bon, il est déjà plus ou moins ficelé. Hein. Il y a des lettres de cadrage. On prend la version que Sébastien Lecornu avait envoyée. Et on l'amende, ça va plus vite, parce que en fait, ça démarre déjà dès le mois de juillet. Il y a des lettres de cadrage qui sont adressées depuis Bercy. Donc il y a quand même une trame, une belle trame qui est là. Maintenant, effectivement, sur le temps qui reste, ça va être la négociation sur la marge de manœuvre. Quelle est la marge de manœuvre qui a été négociée pour la plateforme commune? Et puis surtout, il faut un Premier ministre pour déposer un projet de loi. Il ne faut pas un démissionnaire. Ça sort du champ de compétences de l'urgence ou des affaires courantes. Donc ça nécessite beaucoup de choses qui doivent arriver avant dimanche soir minuit. Oui, et c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'un nouveau Premier ministre, une nouvelle personnalité qui serait nommée là d'ici vendredi, pourrait s'approprier le budget et venir le défendre dès lundi devant l'Assemblée nationale ? Y compris être comptable de ce qu'a dit ce matin Sébastien Lecornu, c'est-à-dire que on était à 4,7 de déficit et on ira sous les 5. Et est-ce que même cette petite marge qui a été décrite par l'actuel Premier ministre démissionnaire sera apportée et rendue obligatoire pour le successeur de Sébastien Lecornu? Ça, on ne sait pas. Et c'est peut-être ce que le futur Premier ministre demandera aussi. Oui, d'avoir un peu de liberté, peut-être. Voilà. Après, moi, je suis toujours gêné par les chiffres. D'abord, les 3% du pacte de stabilité. Moi, je ne suis pas économiste. C'est un autre grand débat. Voilà, mais donc, parce que c'est ça aussi qui se joue derrière. C'est-à-dire, est-ce que, si vous voulez, on lisse l'effort jusque 2029, c'est ce que proposent, je pense, les partis de gauche, ou alors est-ce qu'on est un peu plus drastique dans les efforts? Et ça, moi, je pense, moi, je trouve ça toujours dommage, mais c'est le constitutionnaliste qui parle, qu'on ne puisse pas se dire qu'il y a peut-être d'autres critères qui fassent qu'on fasse, par exemple... Et on s'est engagé, alors là, vous qui êtes effectivement dans la loi, on s'est engagé quand même comme tous les partenaires de la zone euro à respecter certains critères, et nous sommes le seul pays à ne pas le respecter. Oui, mais on pourrait négocier, c'est une hypothèse, je ne dis pas que je suis en désaccord, mais on pourrait négocier, par exemple, l'inanité de ce pacte entre États au Conseil de l'Europe. C'est ça aussi, au Conseil de l'Union. On serait les seuls à être d'accord avec, l'Europe, c'est aussi ça, les États qui négocient. De toute manière, tous les autres ont réussi des efforts drastiques, notamment, je pense à tous les pays du Sud, après la crise de 2010, ont véritablement, eux, mis en place toutes les réformes nécessaires. Aujourd'hui, et ces pays en bénéficient. Elles vont regarder la France en disant, mais comment c'est possible que la deuxième puissance de la zone euro soit incapable, tout comme nous, à faire le moindre effort? Lou, est-ce que, après ce budget, le prochain, c'est celui de 2027, c'est juste avant la campagne présidentielle, est-ce qu'on pourra, avant la présidentielle, faire les efforts nécessaires justement pour entrer dans les clous? Sébastien Lecornu vient de dire qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Pour les Français. Pour les Français. Voilà, je pense que de toute manière, c'est ce que cela signifie. On ne peut pas, on est obligé d'arriver à trouver un accord à minima. Donc pour l'année 2026 et pour l'année 2027, il ne peut pas y avoir d'effort de demander. Donc on va se retrouver avec un déficit autour de 5% du PIB. Quand il précise pas de hausse d'impôt pour les Français, ça ne veut pas dire pas de hausse d'impôt pour les hauts revenus, ou ça veut dire tout le monde? Les revenus, c'est les Français, mais après, ça peut être sur les entreprises. Il faut sur voir, les multinationales, notamment. Il faut voir, mais de toute manière, ça, c'est pas en mesure d'éponger nos dettes et nos déficits publics. Donc, ça sera toujours des mesures à minima. Et c'est ça qu'on vise, mais pour autant, ce ne fait que repousser les efforts budgétaires qui seront nécessaires par rapport à nos engagements. Ça veut quand même dire, pardonnez-moi, mais que si on se dessine vers tout ce qu'on vient de dire, ça veut dire que l'année et demie qui nous sépare de la prochaine élection présidentielle sera une année et demie de surplace. Une année inutile ? De surplace, peut-être. Alors après, il n'y a pas que l'économie, il y a d'autres sujets quand même. Il y a la diplomatie, il y a d'autres sujets qui sont importants. Mais sur le plan économique, c'est clairement une année et demie de surplace économique. Oui, mais ça serait pire de ne pas avoir de budget, d'avoir des tensions sur les marchés financiers, des taux d'intérêt qui s'emballent. Et là, ça nous coûterait beaucoup plus cher, notamment sur la charge de la dette, mais aussi pour l'ensemble des entreprises, pour l'ensemble des Français qui verraient leur capacité d'investissement minorée par la hausse des taux d'intérêt. Donc, il faut voir en fait ce que coûterait de cette instabilité politique qui perdurerait.
John Christopher Roland, je vous sens un peu déçu. C'est vrai qu'on avait commencé l'émission à 19h30 en disant on va savoir si Sébastien Lecornu a réussi en 48 heures ce qu'il n'avait pas réussi à faire en 27 jours. Et puis finalement, ce soir, il y a un peu un côté tout ça pour ça, non ? Je suis arrivé en disant que c'était sans doute ce soir une hypothèse à laquelle personne n'avait pensé, qu'on n'imaginait pas, et je ne suis pas déçu, effectivement. Alors, je suis déçu parce que j'aurais voulu quand même qu'on en sorte un petit peu plus dans une clarification, mais effectivement, à part la réforme des retraites, où il a dit quelque chose, et le budget déposé en bonne et due forme lundi, moi, pour l'instant, c'est remis à vendredi. Vendredi, ça sera peut-être remis à dimanche. C'est assez déconcertant. Je parle vraiment d'un point de vue constitutionnel. C'est une nouvelle façon d'aborder la politique qui est sans doute liée à la fracturation. Et, en fait, on est en train de revenir à un bon vieux régime parlementaire, mais sans parti politique capable de faire du parlementarisme. C'est exactement ça, l'impression que ça donne. Donc, c'est toujours l'exécutif qui est à la manœuvre. On a l'impression aussi qu'on n'a pas cette culture et que la tripartition, c'est vraiment... Les partis ne l'ont pas non plus. Ils l'ont pas. On l'avait sur la 4e. Ils l'ont pas. Je veux dire, arriver aujourd'hui à ce degré de renoncement sur l'intransigeance, pourquoi n'ont-ils pas commencé par cela dès 2024 ? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la culture du compromis, c'est ça. C'est pas attendre d'avoir peur d'une dissolution, pour certains, pour se dire, bon, il serait peut-être temps finalement qu'on mette un peu, qu'on fasse un pas de côté. Moi, je suis assez déconcerté, pour pas dire le moins. Pour dire le moins, je suis... voilà, c'est une séquence qui va durer. Le budget, ça va être une étape. Si tant est qu'on arrive à l'enjamber, et puis après, il y aura tout le reste. Parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'un pays continue, la France continue. Il n'y a pas besoin de gouvernement, il y a des hauts fonctionnaires. On le voit, on a un gouvernement démissionnaire depuis combien de temps maintenant ? Mais ils n'ont pas de prévisibilité, en revanche, sans gouvernement. Et plus ça dure, plus ça devient compliqué. Et on voit bien que, moi, c'est mon avis, mais je trouve que le discours angoisse plus que la réalité, parfois. Et ce discours, on voit bien que ça comprime pour les petits épargnants, ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire, ceux qui doivent démarrer des travaux. Pour les entreprises, ça bride l'emploi. Même dans la fonction publique, ça bride l'emploi, parce que les plafonds d'emploi sont tellement gelés que vous hésitez à embaucher même des contractuels alors que vous croulez sous le travail. Et donc ça en revanche, c'est compliqué dans la durée. Mais cette espèce de temps mort là, qui est infini, moi ça me... Bon, écoutez, ça fait du travail pour les constitutionnalistes, notamment, mais pas que. Pour les économistes aussi. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir été en direct avec nous ce soir pour cette émission spéciale consacrée donc à la sortie de crise, peut-être. Je ne sais pas s'il faut garder ce soir le point d'interrogation. On va interroger nos trois invités à suivre. 3 parlementaires avec nous sur le plateau de Chaque Voix compte. Charles Zitzenstuhl, le député Ensemble pour la République du Bas-Rhin. Dieynaba Diop, député socialiste des Yvelines. Et Max Brisson, sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques, vont nous rejoindre sur ce plateau pour commenter les annonces ce soir de Sébastien Lecornu. Avant cela, on va accueillir Elsa Mondin-Gavin. Entrez ici, Elsa, pour faire un point donc, sur ce que vient d'annoncer Sébastien Lecornu. On en a parlé depuis une bonne vingtaine de minutes ensemble sur le plateau avec nos invités. Elsa, est-ce que vous pouvez nous faire un récapitulatif du discours de Sébastien Lecornu ce soir? De ce qu'il a dit, mais aussi peut-être de ce qu'il n'a pas dit, puisque c'est ça aussi dont il sera question ce soir. Ce qu'il a dit, c'est qu'en tant que moine soldat, il avait accepté la mission donnée par le président de la République, que cette mission était terminée. La conclusion, Adeline, c'est qu'il existe une majorité absolue qui refuse la dissolution, qui n'est pas par peur de retourner aux urnes, mais parce qu'elle souhaite de la stabilité. Et quand ça le fait dire que les menaces de dissolution s'éloignent et qu'il y a un chemin possible, mais difficile. Évidemment, c'est ce qu'il a dit au chef de l'État. Il l'a assuré qu'il était possible, dans ces conditions, de nommer un Premier ministre dans les prochaines 48 heures. Pas lui, il l'a dit, lui, sa mission est terminée, il ne court pas après le job. Il s'est engagé aussi à ce que le budget soit déposé lundi. Ça veut dire qu'on est vraiment 48 heures pour la nomination d'un nouveau Premier ministre, puis ensuite le dépôt d'un budget lundi matin. Premier ministre sera-t-il de gauche? Ça, Sébastien Lecornu le dit, c'est la prérogative du chef de l'État. Léa Salamé lui a évidemment posé la question sur la réforme des retraites. Là encore, il dit que lui, en tant que Premier ministre démissionnaire qui a fini sa mission, il ne peut pas s'engager, mais il dit qu'il faudrait être sourd pour ne pas comprendre que les Français veulent un débat et que charge au prochain Premier ministre, voulu par le chef de l'État, d'en avoir un ici dans l'Assemblée. Sur le budget, des précisions également, pas de hausse d'impôts pour les Français a priori, et il a dit également que sa mission était terminée. Interrogé sur un départ du chef de l'État, il a dit que ce n'était pas le moment de changer de président. Voilà donc ce qu'on retient. Ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il est dans une situation un peu
Voilà, étrange. Il a fini sa mission, il ne veut pas s'engager pour le prochain, mais il l'a redit, le chemin est possible, difficile. C'est ce qu'il a dit au chef de l'État. Et nous accueillons donc sur le plateau de Chaque Voix Compte Dieynaba Diop. Bonsoir, députée socialiste des Yvelines, porte-parole du PS. Charles Zitzenstuhl, bonsoir. Bonsoir. Député Ensemble pour la République du Bas-Rhin. Et Max Brisson nous rejoint à l'instant. Bonsoir, sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques. Vous venez d'écouter religieusement Sébastien Lecornu faire ses annonces. D'abord, j'ai envie de vous demander votre tout premier commentaire après ce que vous venez d'entendre. Charles Zitzenstuhl. J'ai trouvé que le ton du Premier ministre démissionnaire, comme lors de son intervention ce matin, a été un peu plus optimiste que l'ambiance du début de semaine. Donc je pense que c'est de nature quand même à rassurer. Effectivement, la situation est très angoissante pour tout le monde, pour nos compatriotes. Beaucoup de gens se demandent comment va tourner le pays, comment va tourner l'État. Et moi, ma première réaction spontanée, c'est ce soir que Sébastien Lecornu a plutôt eu des paroles qui laissent entrevoir un chemin politique pour avoir un budget et pour que nous puissions arriver aux élections municipales dans 6 mois. Dieynaba Diop. Je crois qu'il est resté dans la mission que lui a confiée le chef de l'État. Compliqué cet exercice quand on est Premier ministre démissionnaire et qui finalement n'a pas de voix décisive. Il a consulté, il est allé voir le chef de l'État pour lui en faire retour. Moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il faut du renouvellement. Qu'il y a un chemin et surtout une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir trouver des compromis. Là où je crois où nous divergeons, c'est qui sera justement au gouvernement et qui sera dans l'opposition. C'est-à-dire qui va construire ce chemin et ces compromis. On revient toujours au quoi et au qui. Voilà. Et donc nous, à gauche, ce que nous disons, c'est que très clairement, il faut un Premier ministre de gauche, avec un gouvernement de gauche qui construira, en renonçant au 49.3 et en travaillant sur les différents articles pour que le Parlement retrouve toute sa place, c'est construire un chemin de compromis pour répondre aux questions des Françaises et des Français sur la justice fiscale, la justice sociale, l'accès au logement, la sauvegarde aussi des services publics. Max Brisson. Écoutez, j'ai trouvé un Premier ministre démissionnaire apaisant et le pays a besoin d'apaisement. Il a été bon. Voilà, je n'ai pas toujours été d'accord avec Sébastien Lecornu, mais j'ai trouvé qu'il avait le ton juste, le ton qu'attendaient aujourd'hui les Français, d'un chef de gouvernement certes démissionnaire, mais qu'aujourd'hui est à Matignon. Et il a ouvert quelques chemins et quelques voies avec certainement le temps nécessaire pour aller vers la construction de cheminots. Je crois qu'aujourd'hui, les Français sont inquiets. Je suis inquiet. Le pays a besoin d'un budget. La situation serait extrêmement grave si au 31 décembre, le pays était sans budget. Donc il faut qu'on fasse tous preuve de responsabilité. Et ce soir, Sébastien Lecornu a fait preuve de responsabilité. Alors après, le chemin est encore à construire. Moi, quand je vais vous quitter, je vais rejoindre mes collègues parlementaires du Sénat et de l'Assemblée autour de notre président de parti, autour de Bruno Retailleau. Nous avons à discuter devant cette situation nouvelle, présentée au président de la République et aujourd'hui présentée par le chef de gouvernement. Je remarque qu'aujourd'hui, que ce soir, Sébastien Lecornu a parlé de plateforme, là où nous parlions de socle. Nous verrons si elle est plus solide que le socle précédent. Laurent ? Oui, il y a toutes les formations politiques qui réagissent. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui vient sur le X de dire « Sébastien Lecornu dit qu'on ne peut pas trancher aucun sujet avant l'élection présidentielle de 2027. Solution, faisons l'élection présidentielle tout de suite. Le pays n'a pas de temps à perdre. » Donc il a sans doute trouvé moins bon que vous. Oui, mais si vous me permettez, mes collègues répondant, une élection présidentielle ou une élection législative immédiatement, à quel moment donnons-nous au pays un budget pour ne pas affoler les marchés, pour ne pas affoler ceux qui nous regardent, ceux qui tiennent notre dette, ceux qui ont un regard angoissé sur ce qui se passe en France. Notre dette, elle est détenue par des avoirs étrangers qui, d'un seul coup, peuvent s'emballer. Donc, je pense qu'une élection aujourd'hui serait certainement pas le meilleur service à votre pays. Après, nous sommes tous... En tout cas, Sébastien Lecornu a écarté deux pistes ce soir. La dissolution, parce qu'il estime qu'il y a une majorité absolue de députés qui refusent cette hypothèse de la dissolution, et le départ du président, parce qu'il dit que ce n'est pas le moment de changer de président. Donc, soit tout de suite, soit de façon organisée, entre guillemets, voilà, comme Édouard Philippe. La proposition d'Édouard Philippe, en l'occurrence. Sauf qu'il donne, je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, c'est un peu aussi dans les réponses qu'il a données, mais qui sont plutôt des non-réponses. Il dit qu'il faut une équipe complètement déconnectée des ambitions de 2027. Ça élimine quelques personnes.
Bruno Retailleau, Mais à peut-être. partir de quand est-on déconnecté ou connecté? Voilà, de 2027. Et quand il dit les gens de droite veulent un gouvernement de droite, les gens de gauche veulent un gouvernement de gauche, mais il ne poursuit pas complètement la phrase pour dire quel gouvernement il faudrait pour que tout cela tienne. Parce qu'il n'en a pas la possibilité. Il faut rappeler quand même à celles et ceux qui nous écoutent que c'est la prérogative du chef de l'État et que lui seul peut nommer. Et là-dessus, c'est pour ça que je dis que l'exercice était difficile et en même temps, pour lui, c'était assez simple puisqu'il n'est décisionnaire de rien maintenant, puisqu'il est Premier ministre démissionnaire. Maintenant, je crois que j'ai cru comprendre, en tout cas, moi, j'ai entendu qu'on aurait un nouveau Premier ministre d'ici 48 heures. Eh bien, c'est surtout ça qui va déterminer la suite des événements. Vous, en fonction du non à Matignon, les socialistes, vous direz si oui ou non vous voulez continuer à discuter ou si vous censurez. Oui, bien sûr, parce que est-ce que, enfin, le président de la République respectera le résultat des urnes au 7 juillet 2024, qui a quand même placé en tête une coalition de gauche? Est-ce qu'il va continuer de s'entêter et donc nommer encore une fois quelqu'un du socle commun, central, bancal, tout ce que vous voulez, la plateforme, j'en sais rien, parce que ça a quand même implosé dimanche soir. On a l'impression qu'on passe ça en pertes et profits, mais en fait non. Ce qui fait démissionner quand même Sébastien Lecornu, c'est quand même parce que les Républicains font exploser tout ça, que même l'UDI dit, puisque c'est comme ça, on se drape dans notre dignité, on s'en va. Moi, je ne sais pas comment ce socle va pouvoir présenter un candidat ou un Premier ministre plausible. Il y a la troisième option aussi, qui est quelqu'un ni de gauche, ni un de gouvernement centre, technique. Quelqu'un, oui, de ce qu'on appelait la société civile dans les années 80 et qui il viendrait, qu'il l'a écarté, et qui là serait totalement déconnecté de... Vous avez compris ça, vous aussi, Charles Zitzonsoul? Il n'y a pas un moment où Sébastien Lecornu a laissé entendre que la solution, le chemin, serait le chemin d'un gouvernement technique? Moi, j'aime pas trop l'expression gouvernement technique, puisque tout gouvernement est politique, tout est politique. Mais c'est vrai, quand on dit gouvernement technique, ça veut dire ce ne sont pas forcément des responsables politiques de premier plan ou qui sont de façon immédiate ou récente dans le jeu politique. Donc ça peut être quelqu'un qui a exercé des responsabilités importantes précédemment, quelqu'un qui vient du monde, j'en sais rien, de l'entreprise syndicale, que sais-je, de la recherche. En particulier? Moi, j'ai pas de nom en particulier. Le choix de la personne est important, mais ce n'est pas le seul déterminant, parce que je reviens quand même, mon collègue Brisson le disait à l'instant, nous avons une urgence devant nous, qui est le budget. Et franchement, notre pays ne peut pas se permettre, pour la deuxième année d'affilée, d'adopter un budget en retard. Je rappelle qu'en 2025, du fait de la censure de Michel Barnier, le budget a été adopté 2 mois plus tard. Si nous réitérons en 2026, enfin, je pense que l'image est désastreuse, et puis surtout, c'est très mauvais pour notre économie. Je veux dire, mais alors, vous faites quoi tous les trois ensemble pour vous entendre? On a l'impression qu'il y a une communauté de points de vue sur votre ressenti ce soir. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que la droite, c'est la droite, le centre, c'est le centre, la gauche, c'est la gauche. Tout le monde a bien compris que chacun gardait son identité et il faut qu'il y ait ces sensibilités qui sont importantes dans le pays. Il faut pouvoir se mettre d'accord sur l'essentiel pour qu'un budget soit adopté à Noël, avant Noël, à la fin de l'année, pour 2026. Et ensuite, nous rentrerons dans le cycle des élections municipales, qui est une élection aussi très importante pour les Français. Moi, il y a aussi beaucoup de maires, moi je suis élu d'un territoire rural, beaucoup de maires dans ma circonscription nous disent depuis plusieurs jours, nous ne voulons pas que les élections municipales soient polluées par les débats nationaux. Donc, vous faites en sorte, dans les 2 prochains mois, d'avoir un budget. Et ensuite, à partir de janvier, on rentre dans le cycle des élections municipales. Et moi, je pense, comme l'a dit Sébastien Lecornu, qu'à l'Assemblée nationale, il y a une majorité pour se dire que oui, sur l'essentiel, on peut se mettre d'accord pour faire passer un budget, qui ne sera pas un budget parfait, mais qui sera un budget qui permettra à l'État et à la France de tourner. Il y a un point de crispation depuis ce matin, c'est cette suspension de la réforme des retraites. Qu'a dit précisément Sébastien Lecornu ce soir sur la réforme des retraites, sur la suspension? Lui dit qu'en tant que Premier ministre démissionnaire, il ne pouvait pas s'engager, mais qu'il faudrait être sourd pour ne pas entendre que les Français, qu'il y a une colère démocratique,
qu'il considère qu'il n'y a pas eu de vote. Il précise bien, il y en a eu parce que le 49.3, il y a la motion de censure. Mais il dit c'est la source de blocage. On ne peut pas dire circuler, il n'y a rien à voir. On ne peut pas dire qu'il ne faudra pas un débat. Ensuite, le diable se cache toujours dans les détails. Le débat, en quels termes est-il posé? Est-ce que ça laisse la voie à l'abrogation ou non? Est-ce que c'est dans le cadre du projet de loi de la sécurité sociale? Mais là, en tout cas, il y a un pas qui est quand même franchi de la part de Sébastien Lecornu en disant oui, ce débat, il faut le rouvrir. Et il le dit bien. Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. On a le sentiment que jusqu'au bout, on a tenu pour ne pas avoir à le faire. Mais que là, on se rend compte qu'on est un peu au pied du mur, un peu au bout. Je crois que la déclaration déjà d'Elisabeth Borne qui dit il faut, enfin, c'est plus un tabou, puisque jusqu'ici, c'était quand même. Il dit que c'est plus un totem. Voilà, c'est plus un totem. En tout cas, moi, je crois qu'effectivement, il faut un débat sur cette réforme des retraites, puisqu'il n'a jamais eu lieu, finalement, concrètement, au sein de l'Assemblée, de l'Assemblée nationale. Est-ce que, et je vous dis encore une fois, tout va dépendre de qui sera le Premier ministre. Si c'est quelqu'un du socle commun, ça ne sera pas la même chose que si c'est un PM de gauche, parce que nous ne poserons pas les termes du débat parlementaire de la même façon. Et là, c'est vos deux collègues qu'on a envie de sonder quand même. Moi, j'ai déjà quand même un petit problème à ce que dit Mme Diop, parce que je ne pense pas aujourd'hui que M. Mélenchon et la France Insoumise soient sur la même longueur d'onde que vous. Mais nous l'assumons. Le message de M. Mélenchon est très clair. Il veut une élection présidentielle. Mais nous assumons. Donc madame... Non, mais revenons sur la retraite. Oui, mais on va revenir sur la retraite. Quand vous nous dites que c'est le nouveau Front populaire qui a gagné les élections et qui doit avoir un Premier ministre, excusez-moi, mais sans la France Insoumise, vous êtes au moins nombreux que ce que l'on appelait le socle. Alors, vous n'avez pas tenu. Vous comprenez, débat, vous êtes en train de bloquer toute éventuelle rencontre. Laissez-moi, je vous écoutais. Vous êtes en train de bloquer toute éventuelle cheminement en disant le Premier ministre doit être de gauche. Ne posons pas d'a priori comme cela. Aujourd'hui, on a la question, en effet, des retraites. Moi, j'ai voté la retraite parce qu'au Sénat, nous l'avons voté après de très longs débats. Ça n'a pas été le cas d'une partie des députés. Les députés ça n'a pas été le cas de tous les députés les Républicains, mais au Sénat, nous avons voté majoritairement la retraite. Moi, je suis attaché à cette réforme. Cela dit, comme je pense que la première urgence, c'est en politique, il faut faire des choix. La première urgence, c'est de donner un budget au pays. C'est d'éviter de nous trouver dans une situation qui pourrait être dramatique. Le terme de suspension et de débat peut-être ouvrir une voie. Vous voyez que je fais un effort. Il serait peut-être souhaitable aussi qu'il vienne également d'ailleurs. Si chacun campe sur ses positions, ça sera difficile. Sauf que vous avez déformé mes propos, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'en suis désolé. Je pense que remettre en cause totalement la réforme est un problème, qu'il y a la question du financement, mais je pense aussi que l'on peut d'abord se dire que l'urgence absolue, c'est pas la réforme des retraites, c'est donner un budget au pays. Débat retraite à l'Assemblée. Mais le débat, en fait, sur les retraites, on l'aura lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Puisque, il semble quand même plus ou moins là aussi acté les derniers jours que le 49.3 ne sera pas utilisé, y compris, je pense, par le successeur, puisque l'annonce de Sébastien Lecornu est quand même les engagements de Sébastien Lecornu n'engagent que lui. Quand même, je pense que pour le successeur, ça sera compliqué de revenir. de changer de ligne. Donc, il y aura de toute manière, au moment de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale, un débat sur les retraites. Moi, je vais quand même préciser deux choses. Un, je veux quand même que toutes les personnes, notamment les partis de gauche, remarquent qu'il y a eu des bougées importants de la part de l'équipe qui a passé la réforme des retraites en 2023. Voilà. Et les propos d'Elisabeth Borne, effectivement, les bougées, vous voulez parler des réformes des retraites des femmes et de la pénibilité ? C'est-à-dire de considérer qu'effectivement, il fallait rediscuter de la réforme, qu'il y avait des axes d'amélioration de la réforme. Et je veux quand même dire que tout ça, ce sont des bougées importants. Et deux, ce débat ne peut pas néanmoins se passer en faisant fi de la réalité. La réalité, c'est que nous avons un problème de financement de notre système de retraite. D'ailleurs, je crois que les socialistes ne disent pas l'inverse. Olivier Faure ne dit pas l'inverse. Et que nous avons une difficulté démographique devant nous, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus âgés et que nous faisons de moins en moins d'enfants. Donc, il faut que le débat se passe aussi, je dirais, dans un cadre à peu près rationnel et en étant bien conscient des enjeux budgétaires qui sont majeurs si nous devons faire évoluer la réforme des retraites. Mais en tout cas, je pense que chez nous maintenant, de façon assez large,
nous sommes prêts effectivement à rouvrir ce débat. Et c'est heureux. Nous ne disons pas moins que, j'ai juste rappelé que entre un Premier ministre de gauche qui met à l'agenda le débat sur les retraites et un Premier ministre du socle commun, de centre droit, etc., qui accède à cette proposition de Sébastien Lecornu de pouvoir porter le débat, on ne le posera pas dans les mêmes termes. C'est ce que j'ai dit. Mais sauf que l'Assemblée nationale sera la même dans les deux cas. Le pouvoir revient au Parlement. Tout à fait. Mais quelle que soit la couleur du Premier ministre, c'est vous qui vous emparez du débat. Vous n'ouvrez pas les mêmes perspectives. Excusez-moi, lorsque vous avez, quand vous renoncez au 49.3, mais que vous avez une majorité au Sénat, que vous avez une majorité en CMP, vous n'avez pas la même... Commission mixte paritaire. Voilà, commission mixte paritaire, vous n'avez pas les mêmes termes de négociation que si vous êtes un Premier ministre de gauche avec un gouvernement de gauche qui doit faire avec une majorité au Sénat et une majorité en commission mixte paritaire. Vous n'aurez pas confiance aussi en Premier ministre qui n'est pas de gauche, puisque vous avez été échaudé par... Tout à fait. Et puis nous, on l'a fait, le dialogue. Enfin, je veux dire, je crois qu'il faut aussi rappeler que nous avons été le groupe politique à gauche qui, jusqu'au bout, a discuté avec François Bayrou. Nous avons été le groupe politique qui, à gauche, fort justement de notre maillage territorial, des demandes qu'il y avait, on a dit il faut un budget à la France. On avait un certain nombre d'engagements qui n'ont pas été tenus. Ça serait pas mal. On a été quand même, enfin, excusez-moi, mais le discours de François Bayrou a été assez violent à l'endroit des socialistes, alors que nous avions été celles et ceux qui négocient. Donc, excusez-moi, mais aujourd'hui, nous n'avons pas confiance. Par contre, nous avons pleinement conscience qu'on est dans un moment où il va falloir trouver un chemin, des compromis. Maintenant, il appartient au chef de l'État soit de dire « j'ai entendu ce que j'ai refusé d'entendre depuis plus d'1 an », soit je continue de m'entêter, mais peut-être que je vais trouver quelqu'un qui sera en capacité de faire les concessions, les compromis, les bougées, qui feront que la gauche pourra accepter justement de donner... En tout cas, si vous voulez bien, on va écouter un extrait de l'interview de Sébastien Lecornu, justement à propos de la dissolution. Écoutez. Au fond, ce soir, ce que je peux dire, après mes consultations, c'est qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution, une nouvelle dissolution. Et pas que parce qu'il y aurait la peur de retourner aux urnes, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, peut-être vrai chez certains, mais c'est surtout parce que beaucoup de personnalités politiques, connaissant leur terrain, leur circonscription, voient bien au fond qu'une dissolution amènerait au même résultat et à une fuite en avant vers un blocage qui pourrait être davantage définitif. Et de cette majorité absolue qui refuse la dissolution, au fond, on a après plusieurs sous-blocs. On a une majorité très relative de plusieurs formations politiques qui, au fond, sont prêts à s'accorder sur un budget commun. Des formations politiques de l'opposition, notamment de gauche, qui, au fond, veulent aussi cette stabilité, veulent un budget pour la France et pour la sécurité sociale avant la fin de l'année, mais ils mettent des conditions. Et ce que je peux donc vous dire, c'est que je sens qu'un chemin est possible encore, il est difficile, et j'ai dit au président de la République que les perspectives de dissolution s'éloigner et que je pense que la situation permet pour le président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures. Vous noterez au passage qu'au moment où Sébastien Lecornu dit « un chemin est possible », c'est Olivier Faure qui apparaît dans l'écran derrière. C'est sans doute pas lui qui a choisi les photos, mais c'est comme ça que c'est arrivé à l'antenne. Ce soir, le Rassemblement national ne réagit pas au fait que l'hypothèse de la dissolution soit totalement écartée. Il se trouve que cet après-midi, Marine Le Pen était en Auvergne pour le sommet de l'élevage, où elle a redit que de toute façon, elle censurerait tout et que ce qu'elle voulait, c'était un retour aux urnes des Français. Donc, aucune réaction ce soir du Rassemblement national. Est-ce que vous, à minima, vous êtes au moins rassurés ce soir de savoir qu'il n'y aura pas de dissolution, en tout cas pas dans les 48 heures ? Oui, c'est bien de le préciser, pas dans les 48 heures, puisque je ne pense pas que l'an dernier, lorsque le président de la République, le 9 juin au soir, annonce qu'il y a une dissolution, je pense que personne ne s'y attendait, puisqu'il a même prévenu son propre camp juste quelques heures plus tôt, le plus tard possible. Moi, je dis simplement que là, ce n'est pas une question de dissolution ou de destitution. Moi, je crois très sincèrement qu'il faut une solution et que cette solution, elle passe justement par un chemin où on est en capacité de trouver des majorités au sein justement de l'Assemblée nationale. Si on ne fait pas ça, la situation va rester bloquée. Mais jusqu'où le Parti socialiste est prêt à aller pour trouver cette majorité ? C'est-à-dire que, est-ce que vous acceptez d'entrer dans un gouvernement où il y aura avec vous des ministres du socle commun ? On a été très clair là-dessus. On ne fera pas ça. Moi, je crois que, d'ailleurs, mon cher collègue l'a dit, il faut de la clarté.
Il faut de la droite et de la gauche. Le en même temps macroniste, on sait ce que ça a donné en termes de problèmes sur la lisibilité de ce que chacun d'entre nous porte dans sa formation politique. Notre Assemblée, elle est riche justement de cette diversité et je crois qu'elle est certainement l'une des plus légitimes qu'on ait jamais eues depuis très longtemps. Donc moi je dis, il faut un gouvernement qui ait une couleur politique homogène ou en tout cas qui porte des choses avec clarté et ensuite ce gouvernement aura la responsabilité de trouver un chemin avec les différentes oppositions. Il y a quand même quelques réactions côté Rassemblement national. Laure Lavalette, députée du Var et porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Je cite, 30 minutes pour ne rien dire et finalement Sébastien Lecornu avoue, ma mission est terminée. Macron cherche à gagner du temps. Nous ne laisserons pas les Français être pris en otage de son égo destructeur, de son déni institutionnel et de sa faillite personnelle. Bon, voilà qui dit. Charles Zidston-Chouli, il va se passer quoi dans les 48 prochaines heures? Parce que maintenant que Sébastien Lecornu a dit « je ne retourne pas à Matignon, ma mission est terminée », oui, mais on a quand même envie de savoir, il va y avoir d'autres consultations, mais sans Sébastien Lecornu, puisqu'il dit « moi, ma mission, elle est terminée ». Donc vous allez parler entre vous Moi, j'ai pas d'infos à donner puisque c'est le président de la République qui, constitutionnellement, va prendre toutes les décisions. Après, moi, ce que je considérais comme souhaitable, c'est-à-dire que les 2 prochains jours, effectivement, les partis de gouvernement, comme on dit, LR, les différents partis autour du président de la République, le Parti socialiste, les écologistes, le Parti communiste peut-être, l'UDI, d'autres formations, effectivement, discutent et s'entendent sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel de ce que pourrait être un budget pour 2026, qui ne sera pas le budget parfait. Voilà. Ça ne sera pas un budget socialiste, ça ne sera pas un budget LR, mais ce sera pas un budget macroniste, ce sera un budget qui permet de faire tourner l'État. Voilà. Et ensuite, en 2027, il y aura une élection présidentielle. Et puis, il faut trouver les personnalités qui permettront d'incarner ce budget et un gouvernement qui tienne l'État pendant quelques mois. Eh bien, merci en tout cas à tous les 3 d'avoir accepté de venir commenter ce soir dans Chaque Voix compte cette interview de Sébastien Lecornu. Donc, un Premier ministre sera nommé d'ici 48 heures par le Président de la République. Avant cela, demain, il y a la panthéonisation de Robert Badinter. Je voudrais remercier Elsa Mondin-Gava, je voudrais remercier Laurent, je voulais remercier Lou aussi. Lou, on vous lit demain dans Paris Match avec, tiens, on vous révèle la une du Paris Match de demain qui sera en kiosque. C'est Jean Dujardin, je crois, qui est en couverture de Paris Match demain avec cette phrase qui va clore cette émission. Il est quand même chouette notre pays, dit Jean Dujardin demain dans Paris Match. Bon, voilà, je ne sais pas si on peut voir la une de Paris Match, peut-être. Voilà. Il est quand même chouette notre pays. Bon, si c'est Jean qui le dit. Merci en tout cas à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Chaque Voix compte revient demain à 19h30. Cette émission sera rediffusée à 23h30. Elle est aussi disponible en replay sur le site lcp.fr. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Débadoc et Jean-Pierre Gracien pour le documentaire Les combats méconnus de Robert Badinter à la veille de la cérémonie qui aura lieu demain au Panthéon. LCP vous propose ce soir un document exceptionnel à ne pas manquer en hommage à Robert Badinter. C'est un film inédit qui a été réalisé par Dominique Messica et Betabe Zarka, qui a été primé au Festival du film politique de La Baule le week-end dernier. Je vous le recommande, c'est une merveille. Passez une excellente soirée et à demain, 19h30 pour Chaque Voix compte.